Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Il m'est rendu l'honneur d'introduire ce colloque, si possible rapidement, avant de donner la parole aux intervenants. Avant de remercier tous ceux grâce à qui ce colloque a pu voir le jour, je voudrais rappeler un peu son caractère inédit. Donc, c'est un colloque qui est organisé, animé et conçu à la base par les élèves. Le sujet a été choisi démocratiquement par la promotion. Et nos objectifs étaient à la fois de contribuer à notre niveau au rayonnement de l'école et de faire réfléchir les élèves sur les sujets touchant la protection sociale. Alors pourquoi les nouveaux risques? Les nouveaux risques parce qu'on estimait que ces enjeux qui seraient a priori traités par la protection sociale à terme ou dès aujourd'hui étaient intéressants pour de futurs dirigeants de la protection sociale. Je voudrais aussi vous parler de l'interactivité au sein de la salle. Nous avons prévu des temps de questions dédiés, mais vous avez parallèlement la possibilité de poser vos questions par SMS via un numéro qui va s'afficher pendant l'ensemble de la table ronde. Des sondages WooClap permettront de rythmer la table ronde pour vous donner la parole. Et enfin, surprise du chef, vous aurez le droit à un quiz Kahoot avec une récompense à la clé. Mais je n'en dis pas plus. L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour remercier tous les intervenants de ce matin et de cet après-midi. Leur complémentarité, de leur expérience et de leur point de vue enrichira le débat. Et nous remercions en particulier de s'être déplacés à Saint-Étienne. Nous souhaitons aussi remercier l'école, le N3S, qui a soutenu et financé ce colloque. Notre directeur, M. Libaud, qui a accepté de l'introduire. Et enfin Julien Damon pour ses précieux conseils. Et je tiens tout particulièrement à remercier mon équipe qui a fourni un travail très conséquent et qui a dû me supporter également, et les élèves animateurs qui vont se prêter à un jeu inédit, et enfin Élise Reynou, co-responsable, sans qui j'aurais fait un burn-out sûrement. Et merci enfin à vous, donc spectateurs assis dans cette salle Pierre Laroque, qui s'intéressent à notre vieille et chère Sécu dans les évolutions de notre société. Je vais laisser donc la parole à notre directeur, M. Libaud. Ah là, c'est mieux. Oui, bonjour à tous. Donc, je ne vais pas redire que ce qui a fort bien été dit. Donc, c'est un exercice inédit, mais que l'école a vu avec grand intérêt, voire enthousiasme. D'une part, parce que dans le cadre de la scolarité, nous essayons de promouvoir à la fois l'esprit d'initiative et la réflexion des élèves. Nous pensons qu'effectivement, les futurs cadres dirigeants de systèmes de protection sociale, eh bien, ils ont une responsabilité en termes de réflexion sur l'avenir du système, et donc nous essayons de le faire dans le cadre de la scolarité, bien évidemment, mais évidemment prendre en charge un colloque comme celui-ci, oui, ça permet effectivement de solliciter cet esprit de réflexion et d'innovation. Deuxièmement, les thèmes, nouveaux risques, et notamment donc ce qui va nous occuper ce matin, le sujet environnemental, écologie. Oui, c'est assez porté par l'école et on pense que c'est un très bon thème. Autour de cette table, du reste, il y a un chevalier qui pilote une recherche d'action avec les élèves, donc on a souhaité qu'il y ait une recherche d'action, etc. Il y a Alexandre Berthe qui pilote une recherche cofinancée par l'école et les caisses nationales de sécurité sociale, et je salue bien sûr Noam Landry, lui qui a encore plus de mérite de venir, parce que lui justement il n'y a aucun rapport pour l'instant avec l'école, pour l'instant je dis bien, parce qu'effectivement nous souhaitons développer aussi la relation avec l'ADEME, et donc oui, c'est vraiment un sujet qui nous interpelle, et on a fait récemment aussi un séminaire avec la direction de la sécurité sociale et les caisses de sécurité sociale dans le cadre de la préparation des COG sur ce sujet. On est très heureux effectivement que ce thème ait pu être choisi. Donc très bien. Je dirais troisième chose un peu, voilà, je pense que ça vous a permis de nous dire aussi que c'est du travail d'organiser un colloque, hein, et donc comme l'école organise beaucoup de journées de ce genre, effectivement, d'abord toute la formation initiale, effectivement tous les jours avoir des intervenants, mais en formation continue, mais à l'IHEPS, mais en relation internationale.
bah, ça vous permet de dire, ouais, voilà, c'est le boulot, effectivement, d'organiser ce genre de choses, et c'est du boulot, ouais. Voilà. Alors, moi, on m'a demandé, les organisateurs m'ont demandé d'introduire, alors comme je suis très obéissant, j'ai obéi, hein, mais ça me va bien, à partir d'une petite réflexion sur le cinquième risque, dépendance, et dire qu'est-ce que ça, puisque le sujet est nouveau risque, qu'est-ce que ça me suscitait comme réflexion, la réflexion autour du cinquième risque, dépendance. Alors, je pourrais être assez long sur le sujet, je vais essayer d'être un peu court. Alors d'abord, quand on parle nouveau risque, il me semble qu'il faudrait peut-être distinguer ce qu'on appelle risque social et risque sécurité sociale. Alors, le risque social, pour moi, enfin, pas seulement pour moi, c'est un peu ce qui est admis, hein, je crois, c'est à un moment donné, on reconnaît des faits générateurs susceptibles d'affecter les conditions d'existence d'une personne et de sa famille, soit par diminution du revenu, soit par augmentation de ses charges, et ce risque donne lieu à une prise en charge partielle ou totale par la collectivité, une collectivité de façon organisée. Donc les deux choses importantes dans le risque social, c'est fait générateur et il y a une forme de prise en charge, de reconnaissance par rapport à un risque individuel, donc une intervention collective. Quand on est sur le risque sécurité sociale, risque social, on est dans la construction du système même de sécurité sociale qui est fondé effectivement sur des risques. La sécurité sociale française est fondée sur des risques au départ, 4 risques. Et donc on identifie en tant que tel un risque auquel on va associer des ressources affectées à ce risque. On va associer des prestations dédiées, des prestations, puisqu'on est dans la sécurité sociale, qui sont fondées sur des droits objectifs reconnus aux personnes, pas des droits subjectifs comme une action sociale ou une aide sociale. Le tout retracé sous forme d'équilibre dans les comptes de la sécurité sociale, ceci donnant lieu à vote depuis 1995 au Parlement dans le cadre de ce qu'on appelle une loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, très brièvement, pour dire ces deux choses qui se parlent, mais qui ne sont pas franchement identiques, homogènes. On peut reconnaître un risque social sans que ce soit, voilà, on va à un risque sécurité sociale, et on peut reconnaître à un moment donné un risque sécurité sociale. Alors c'est là-dessus que je vais dire un petit mot. Donc comme vous le savez, enfin, ceux qui se connaissent un peu la sécurité sociale, effectivement, elle a été fondée en 1945, la sécurité sociale française, sur 4 risques: maladie, vieillesse, accident du travail, famille. Et en 2020, par une loi du 7 août 2020, a été identifié, créé un nouveau risque: autonomie. Alors, qu'est-ce que cela nous dit sur les conditions de création d'un nouveau risque sécurité sociale? Alors d'abord que c'est possible, puisqu'on a créé un nouveau risque, c'est possible. Enfin, tout de suite, une nuance, ça ne se fait pas tous les jours. Donc ça s'est fait 75 ans après les 4 risques. C'est même plus long que le règne d'Élisabeth II. Donc vous voyez, c'est quand même... si on se dit c'est une moyenne, ça nous rapporte pour la création d'un nouveau risque à 2095. Bon, c'est pas tout de suite. Mais c'est quand même pas si évident que ça de créer un nouveau risque. Je dirais pour autant, hein, d'ailleurs sur 75 ans, j'exagère un petit peu parce qu'il y a eu un risque créé entre les deux, pas dans la sécurité sociale, mais juste à côté, qui est le risque chômage en 58. Et donc, bien évidemment, ça fait partie quand même des risques qui ont été créés avec cette idée de recettes, de prestations, de comptes dédiés, etc. Sur le risque autonomie, un petit mot, un risque comme ça, le risque autonomie, deuxième chose, c'est le fruit d'une longue histoire. C'est pas une création ex nihilo qui arrive comme ça. Et quand on retrace, je ne vais pas vous retracer toute l'histoire de ce risque autonomie, mais je parlais de risque social et risque sécurité sociale. Bien avant d'être un risque sécurité sociale, la perte d'autonomie a été identifiée comme un risque social. Dès la fin du 19e siècle, ces questions autour, notamment, on appelait ça de la prise en charge des vieillards indigents, et tout ça, est une question qui est très forte et qui se traduit notamment par une première loi en 1905, système d'assistance aux personnes âgées invalides, loi du 4 juillet 1905. Donc, on a des systèmes qui se mettent en place dès lors.
grandes étapes. En 1900, après la Seconde Guerre mondiale, non pas en 45, mais entre 49 et 53, se met en place une majoration pour tierces personnes. Donc MTP, reconnaissance qu'il y a des services qui sont nécessaires pour assister des personnes qui ont des problèmes d'autonomie au grand âge. En 75, on crée l'allocation compensatrice tierce personne. En 1997, la prestation spécifique dépendance. En 2001, l'APA. Et donc, c'est toute une marche vers une reconnaissance de plus en plus de droits objectifs d'une prestation qui ressemble à une prestation sécurité sociale et qui va aboutir donc en 2020 à la création d'un risque sécurité sociale. Mais donc, ça ne se crée pas effectivement ex nihilo tout de suite. Mais surtout, ce qui peut refroidir un petit peu, c'est quand on regarde ce que ça veut dire la création d'un risque autonomie en 2020, il ne faut pas non plus penser que tout d'un coup, c'est une révolution qui fait que les choses sont modifiées radicalement dans la prise en charge de ce risque. Et notamment, ce qui déçoit beaucoup de gens à l'heure actuelle, je vais le dire simplement, c'est qu'il y a un nouveau risque autonomie, mais il n'y a ni recette nouvelle, ni droit nouveau pour l'instant. Bon. Donc, c'est le 5e risque autonomie, ça a été essentiellement le fait d'identifier au sein de la sécurité sociale, à travers des prestations qui existaient déjà et des ressources qui existaient déjà, mais qui étaient dans d'autres branches de la sécurité sociale, de les sortir et de les mettre dans une branche à part de la sécurité sociale. Mais c'est un transfert de ressources et de prestations préexistantes. Et donc, alors moi je dis aussi, quand on m'interroge là-dessus, bien sûr c'est positif dans la mesure où ça permet un débat démocratique chaque année sur ce sujet. Ça permet sans doute de créer une dynamique, c'est-à-dire que ce débat démocratique lui-même devrait créer une dynamique. Alors j'ai aussi un peu exagéré en disant qu'il n'y a pas de ressources du tout, puisque quand même au moment de cette loi a été identifiée une ressource non pas immédiate, mais en 2024 avec le 0,15%. Puisque c'est une loi qui était à la fois dette sociale et autonomie, et donc dans le calendrier de remboursement de dette sociale, on a trouvé 0,15 points de CSG pour aller en 2024 sur ce sujet. Bon, donc tout ça n'est pas nul, mais il ne faut pas non plus imaginer que parce qu'on crée un risque de sécurité sociale, immédiatement on solutionne tous les sujets, et notamment une meilleure prise en charge d'un risque pour une population donnée. Et donc, ça m'amène, in fine, et sans être trop long, à faire quelques réflexions finales. D'abord, donc bien sûr, quand on va parler de nouveaux risques, se poser la question, qu'est-ce qu'on veut derrière ceci? Est-ce qu'on veut des nouvelles prestations, nouveaux droits, nouvelles ressources? Et ça peut être éventuellement au sein du système de sécurité sociale ou à côté, sans créer un nouveau risque. Je veux dire aussi que le système de sécurité sociale est flexible, et avant même cette création de nouveaux risques, je pense à la prise en charge de nouveaux sujets qui n'ont pas donné lieu à nouvelles branches, mais qui ont été des évolutions très fortes dans la protection sociale de la France. Je pense par exemple au sujet des familles monoparentales, avec donc l'API par exemple, à un moment donné, reconnaissance d'un risque de la monoparentalité, peut-être insuffisant, mais en tout cas reconnaissant, mais aussi tout ce qui s'est passé sur la prise en charge de la contraception, de l'IVG, donc qui ont été évidemment des étapes très importantes dans une nouvelle fonction, nouveau domaine de la protection sociale. Donc, on peut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre en place. Ensuite, je pense que derrière ce sujet, le sujet essentiellement, c'est quels droits nouveaux et quelles ressources nouvelles, si on veut déplacer un tout petit peu le sujet, et quels droits nouveaux, de quoi parle-t-on? Et par exemple, pour être sur le sujet de la transition écologique, et sans vouloir trop déborder sur ce que vont dire les intervenants, mais on voit tout de suite que les risques, moi je dis toujours, il y a 2 risques qu'il faut bien distinguer sur les sujets de transition, enfin écologie, c'est justement le risque, disons, lié à la transition elle-même, c'est-à-dire le risque pour les ménages modestes de devoir payer des coûts très élevés du fait de la transition écologique et d'avoir des charges fortes, notamment sur le plan énergétique et tout ceci. Donc voilà, le risque lié à la transition et le risque lié aux
phénomènes même de réchauffement, d'évolution climatique, et notamment au niveau international. Lorsque l'OIT réfléchit sur ces sujets, c'est là-dessus qu'elle réfléchit surtout, c'est-à-dire le risque lié à la sécheresse qui va affecter une nouvelle région de la planète, aux inondations, aux catastrophes naturelles, et comment on se préserve sur ces sujets. Donc, il y a ces, voilà, quel droit et donc de quel risque parle-t-on? Deuxième type de sujet, c'est quand même quelles ressources? Je suis bien obligé de le dire, c'est le sujet évidemment un peu compliqué. Quelles ressources peut-on mettre en face de ce nouveau risque, de ces nouvelles prestations? Et là, il n'y a que trois hypothèses. On arrive à susciter de nouvelles ressources, à créer de nouvelles ressources, et ça s'appelle du prélèvement obligatoire. Donc, on rajoute par rapport aux sources du système actuel. Et donc, c'est tout le débat sur est-ce qu'on on accepte donc de nouveaux prélèvements obligatoires dans un pays qui en a déjà beaucoup, et ce n'est pas un sujet si évident que ça, au jour d'aujourd'hui, vous le savez. Deuxième hypothèse, on arrive à faire des économies dans d'autres branches du système, et on arrive à économiser de telle façon qu'on puisse faire place à la prise en charge de ces nouveaux risques. Et bien sûr, c'est des débats qui agitent, notamment, par exemple, sur les retraites, etc. Mais qui ne sont pas si évidents que ça, puisque avec le vieillissement de la population, comme vous le savez, spontanément, les dépenses des différents risques, et aussi avec les sujets sanitaires qui affectent, aujourd'hui, il y a les comptes de la santé qui montrent l'augmentation très forte des dépenses de santé en 2021, eh bien, ce n'est pas si évident que ça de trouver des poches dans lesquelles on peut faire des économies. Troisième hypothèse, éventuellement, la dette. On ne met pas de ressources immédiates, donc on s'endette. Et généralement, sur les sujets écologiques, mais ça peut être sujet de débat, on dit oui, pourquoi pas sur l'investissement qui permet effectivement, donc, grâce à cet investissement écologique, de préparer un monde meilleur demain. C'est sans doute un peu plus discutable sur des droits sociaux permanents et qui sont un peu plus loin de cette notion d'investissement. Donc, quel droit, quelles ressources, quelle gouvernance donc de ces sujets, quelle gouvernance veut-on demain, quelle articulation avec les autres risques et avec aussi l'assurance privée. Alors, avec les autres risques, notamment, je le disais, enfin, même sur l'autonomie, on l'a vu, il y a des sujets forts d'articulation avec les autres risques. On le verra peut-être plus cet après-midi aussi avec le sujet de sécurité sociale et alimentaire, parce que je disais, le risque social, c'est donc le fait de partir d'un fait générateur qui est susceptible d'affecter les revenus et tout ça. Et donc, sur le risque environnemental, on est tout à fait là-dessus. Sur la sécurité sociale et alimentaire, on est sur un peu une autre idée. Là, on va partir de la finalité qu'on recherche. Donc, on n'est pas sur un risque en tant que tel, on est sur la finalité. Et là, on retrouve plus la réflexion qui existe autour des revenus minimums, du revenu universel, c'est-à-dire aussi, faut-il continuer à penser la sécurité sociale par rapport à des risques qu'on continue à identifier les uns après les autres, ou par rapport aux finalités et construire plutôt une protection par rapport aux finalités. Mais à ce moment-là, comment ça s'articule par rapport aux protections sociales fondées sur des facteurs de risque qui existent précédemment? Et vous savez, c'est notamment les sujets autour du revenu universel, où certains le voient comme se substituant à donc des protections par les risques, et d'autres qui le voient de façon additive. Donc voilà, la question d'articulation me semble aussi évidemment une question extrêmement importante. Enfin, je dirais, dernièrement, donc j'ai parlé de nouveaux risques, mais parler de nouveaux risques est loin est loin de clore le sujet sur l'ensemble des interactions entre ces sujets environnementaux, par exemple, et protection sociale. Et on peut être quelquefois, on peut se dire, être interrogatif, faut-il un nouveau risque et tout ça? En revanche, la capacité de la sécurité sociale et des organismes de protection sociale à prendre en charge d'une façon ou d'une autre le sujet environnemental, ça, je pense que c'est absolument fondamental, que ça peut prendre beaucoup d'autres formes,
que le sujet d'un nouveau risque, que ça peut aller dans une temporalité beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on parlait effectivement de discussion sur les COG. Et donc, voilà, il faut surtout se garder de penser, c'est très utile de réfléchir à nouveaux risques, mais ça n'épuise pas du tout le sujet des interactions et des possibilités d'action de la protection sociale des acteurs, et je pense qu'on y reviendra, y compris ce matin. In fine, je voudrais juste terminer en disant, enfin, moi je pense, comme ça, en tout cas, se penser ces différents sujets de façon proche, je trouve ça très intéressant parce que derrière, on retrouve derrière le sujet environnemental, derrière le sujet social, deux sujets forts qui sont communs, le sujet de la prévoyance, donc de l'anticipation de ce qui se passe, etc., prévoyance individuelle ou prévoyance collective, et justement le sujet du rapport de l'individuel au collectif. Donc comment on peut penser et mettre en place dans une société notre interdépendance sur un certain nombre de sujets. Et là, je trouve que la pensée de quelqu'un qui s'appelle Léon Bourgeois, donc, qui a écrit à la fin du 19e siècle, au début du 20e, sur le solidarisme, sur la dette sociale, donc, qui pour lui accueille chaque homme parce qu'il hérite d'un monde et de choses qui ont été créées par les générations précédentes et qu'on doit transmettre aux générations à venir, et toute sa philosophie. Et sur cette idée de dette sociale, et je pense que cette idée de dette sociale, de solidarisme, elle peut nous inspirer sur les rapports entre protection sociale et nouveaux risques comme le risque environnemental. Merci, bon débat. Merci Monsieur Libaud. Du coup, ça nous fait une parfaite introduction pour notre première table ronde de ce matin qui va s'intéresser au risque environnemental, ou plutôt les risques environnementaux, comme on l'a vu. Donc on va voir quel est ce risque et comment la protection sociale pourrait le prendre en charge. Je suis ravie d'accueillir avec moi ce matin Alexandre Bertre, qui est maître de conférence en économie à l'université Rennes 2 et également membre de l'équipe de recherche Proseco pour une protection sociale plus écologique. Noam Léandri, secrétaire général de l'ADEME, et Ange Chevalier, directeur du département coordination et suivi de l'action institutionnelle à la CNAF. On aura à la fin de la matinée un temps de questions-réponses, mais vous pouvez poser vos questions tout au long de la table ronde via le numéro qui est inscrit à l'écran. On essaiera au maximum de les inclure au fil de la discussion au moment où c'est pertinent. Je laisse tout de suite la parole à Léa pour l'introduction. Alors, pour entrer dans le sujet, on a voulu vous faire participer avec le premier lien WooClap. Selon vous, quels sont les risques environnementaux? Comment vous les définissez? Et comment sont-ils pris en charge aujourd'hui? Je laisse peut-être Noam Léandri commencer à prendre la parole. Je ne sais pas si vous voyez les... Le micro, bonjour à tous. Merci pour l'invitation d'abord et puis vous dire voilà, j'ai plaisir à venir dans cette école que je suis passé il y a une quinzaine d'années ici pour passer le concours. Finalement j'ai préféré une autre formation, mais en tout cas voilà, j'aurais pu faire partie des anciens élèves et ça fait longtemps que j'étais pas revenu, effectivement une quinzaine d'années, donc voilà, je redécouvre un peu les locaux. L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. On est 1 millier en France à travailler, y compris dans des directions régionales, et on gère beaucoup d'argent, notamment public, pour financer des projets de transition écologique portés par les collectivités, les entreprises, 2 milliards d'euros avec le plan de relance, le plan d'investissement France 2030, les budgets en matière d'économie circulaire, les déchets, les énergies renouvelables, les économies d'énergie qui aujourd'hui font aussi beaucoup l'objet de discussions autour de la sobriété. Et donc à ce titre, on intervient dans beaucoup de domaines liés à la transition écologique avec, donc je parlais des investissements, des financements, mais également aussi de l'expertise qu'on produit, puisqu'on a une grosse partie de nos effectifs qui sont faits des experts thématiques sur les différentes thématiques environnementales. Et voilà, je vois dans ce nuage de mots pas mal de sujets effectivement qui me parlent. Qualité de l'air, la pollution, les risques. Dans les différentes interventions qu'on fait aussi, j'oubliais, mais c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu, mais on a beaucoup de sites industriels dont les responsables sont défaillants, c'est-à-dire des entreprises ont mis la clé sous la porte et ont laissé derrière elles
des cadeaux pour le reste de l'humanité. Et donc, il faut que quelqu'un intervienne pour éviter que la pollution se diffuse. Et donc, on est souvent diligenté par des arrêtés préfectoraux pour mettre en sécurité ces sites, éviter qu'il y ait une pollution diffuse. Et donc, on a des actions quand même assez concrètes sur le terrain. On voit, et de visiter un certain nombre de ces sites, on voit que l'industrie est pas très propre. Et aujourd'hui, elle est plus devant nos yeux parce que la plupart de l'industrie française est partie à l'étranger, mais ce qu'on importe a un très très fort impact. Et effectivement, aujourd'hui, pour que vous ayez un ordre d'idée, votre bilan carbone aujourd'hui d'un ménage, c'est 10 tonnes par personne. Et quand on regarde uniquement le bilan carbone de la France divisé par son nombre d'habitants, c'est 5 tonnes. En fait, ça veut dire qu'on double notre bilan carbone par la consommation qu'on importe de l'étranger. On a finalement sorti notre bilan carbone des frontières françaises, mais il est très important. Et ce qu'on fait, on peut agir sur le terrain en France, mais ça ne suffira pas effectivement si on ne change pas aussi nos comportements de consommation sur ce qu'on fait. J'ai une petite slide que je voudrais vous présenter qui, si c'est possible de passer. J'aime beaucoup, vous l'avez dû la voir pendant la période de Covid, ces fameuses vagues, waves, c'est traduit en français, vous avez de la chance. J'aime beaucoup parce que ça vous présente un peu les enjeux environnementaux et les risques auxquels on va avoir à faire face demain. La Covid-19 est représentée sous forme d'une petite tsunami rapportée à d'autres grosses vagues qui sont bien plus inquiétantes, qui sont le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Le dernier, la biodiversité avait été rajoutée par un autre dessinateur, c'était pas dans la version initiale. Pourquoi ? Parce que vous savez, la Covid, on avait estimé que ça menaçait, je sais plus, entre 1 ou 3% de l'humanité. Les changements climatiques, ça menace 800 millions de personnes qui seront des réfugiés climatiques. Ça menace d'engloutir sous la montée des eaux l'équivalent, enfin des dizaines et des centaines de villes qui sont au bord des littoraux, et donc potentiellement c'est pareil, c'est plusieurs centaines de millions de personnes qui pourraient être inondées à terme, voire des États qui pourraient complètement disparaître, des îles, notamment des États insulaires. Donc vous avez certainement entendu parler, notamment les Maldives ou les îles, j'ai oublié leur nom, peu importe. Donc voilà, ça c'est. Pardon. Oui, Kiribati, merci. Et dans le Pacifique. Et donc voilà un peu tous les enjeux auxquels on a à faire face, sans compter le fait que ça peut aussi supprimer notre mode, enfin dégrader fortement notre mode de vie, parce que les pertes en PIB, en croissance, en richesse, ce qui permet aussi de redistribuer à travers la protection sociale, la sécurité sociale, va fortement décroître. On estimait, alors c'est des rapports qui commencent à remonter, mais c'est entre 5 et 25% du PIB mondial qui pourrait disparaître du fait des impacts du changement climatique. Et la biodiversité, dont on commence seulement un petit peu à percevoir les effets de l'effondrement de la biodiversité. Vous savez qu'il y a des millions d'espèces qui disparaissent chaque décennie. Eh bien, ça pourrait, et on se retrouve aujourd'hui à devoir inventer des robots qui vont aller polliniser les fleurs à la place des abeilles, parce que c'était un service rendu par la nature qui était gratuit. Aujourd'hui, il va falloir encore plus dégrader l'environnement pour créer ces robots qui vont pouvoir polliniser, consommer de l'énergie, etc. Donc, on est en train de creuser le trou dans lequel on va certainement tomber. Là, la biodiversité, c'est 50% de notre économie mondiale qui est menacée, et notamment tout ce qui est lié à l'alimentation, évidemment, et notre environnement en général, et donc tous les risques de pollution, de maladies qui pourraient se propager avec l'érosion de la biodiversité. C'est un risque extrêmement important pour l'humanité. Et quand on dit je vais sauver la planète, non, c'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité en fait, parce que nous sommes 7 et bientôt 9 milliards. Avec une courbe de croissance exponentielle de la population mondiale qui va bientôt commencer à théoriquement, d'après les scénarios de transition démographique, se stabiliser. En France, clairement, on est dans une phase plutôt maintenant de stabilisation, mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est pas du tout le cas, où il y a une très, très forte croissance démographique, et donc effectivement, il y a une pression maintenant sur notre écosystème qui devient trop forte, et donc ça crée un certain nombre de risques. Je vais prendre une image juste sur le changement climatique et je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'il faut que je passe la parole. Et puis, il y a d'autres choses qu'il faut que je présente. Mais juste vous dire sur le climat, imaginez, j'aimerais vous poser une question pour vous réveiller un petit peu ce matin. Mais je vois que vous êtes encore tous bien attentifs, donc tant mieux.
Est-ce que vous avez une idée? Imaginez que la Terre, la planète Terre, soit un ballon de football. Est-ce que vous avez une idée de l'épaisseur de l'atmosphère qui nous sépare du vide intersidéral? Est-ce que vous avez une idée en nombre de millimètres ou de centimètres de qu'est-ce que ça représente finalement, cette couche d'air, d'atmosphère qui nous protège et dont il faut qu'on prête beaucoup d'attention pour éviter justement que la planète Terre devienne invivable? En millimètres ou en centimètres, allez, est-ce qu'il y en a qui... Donc si on prend une échelle où effectivement on réduit la planète Terre à un ballon de football. Donc, si vous imaginez que la Terre c'est la taille d'un ballon de football, quelle est l'épaisseur de l'atmosphère? Il y a Clémentine qui nous dit 1 millimètre. Voilà, exactement. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc si vous imaginez qu'en fait toute la vie sur Terre en fait se résume à cette couche d'1 millimètre. Et donc effectivement, il faut qu'on y prête extrêmement attention parce que c'est ce qui nous protège et ce qui fait qu'on existe. Je voulais vous dire qu'il y a un certain nombre de risques qui sont maintenant très bien mesurés sur les enjeux de pollution. J'ai vu que ça ressortait beaucoup dans le nuage de mots. Vous dire qu'il y a quand même aujourd'hui un décès sur 6 d'après certaines études qui sont liées à la pollution. Le GIEC qui a rendu un des rapports du GIEC thématique sur l'impact du changement climatique et les effets qui vont arriver avec les réchauffements qui est maintenant qu'on sait qui sera au moins de 2 degrés et probablement plutôt au moins 3 degrés compte tenu des mesures qui sont prises aujourd'hui. Eh bien, il y a beaucoup d'impacts qui sont déjà connus et auxquels il va falloir faire face. Famine, développement des maladies, etc. On sait c'est inévitable maintenant malheureusement, donc on doit s'y préparer. Et on est face finalement à ce problème qui va être traité pas seulement en France mais également à l'étranger. Mais c'est un écosystème, la planète. S'il y a un développement de maladies dans un pays, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas non plus jusqu'à nos frontières qui ne sont pas étanches. Vous vous rappelez quand même aussi qu'en matière de travail aussi, c'est là où les gens sont le plus exposés finalement aujourd'hui à la pollution, à travers le fait que beaucoup de personnes sont aujourd'hui en contact. Alors dans les administrations, on s'en rend pas beaucoup compte, mais il y a encore quand même de l'industrie ou beaucoup de métiers qui sont pénibles et qui exposent des salariés à des produits toxiques. Et puis enfin, à vous dire que d'un point de vue du risque, les assureurs regardent ça avec beaucoup d'attention, tous les impacts des catastrophes naturelles, et on voit maintenant l'augmentation du coût du risque, là c'est en milliards de dollars, les coûts du risque des impacts du changement climatique, puisque c'est les catastrophes naturelles qui ont tendance à augmenter en fréquence et en dureté. Alors c'est aussi parce qu'on est mieux assuré, donc on le mesure mieux, et puis aussi parce qu'il y a plus d'humains et plus d'infrastructures maintenant dans des zones à risque, et donc aussi pareil, ça fait des coûts, des impacts qui sont plus importants. Voilà, je ne vais pas être plus long à ce stade, et puis je passe la parole pour... Bon, je reviendrai sur d'autres sujets après. Merci Noam Léandri. Alexandre Robert, vous voulez peut-être rebondir sur ce qu'on peut afficher le nuage de mots peut-être, et sur les risques environnementaux en France et comment les prendre en charge. Oui, donc en effet, comme l'a dit Noam Léandri, il y a une forte diversité de risques et à multiples échelles auxquelles on fait face aujourd'hui, dont des risques, on va dire, qui sont locaux et d'autres plus globaux dans les modes de pollution qui peuvent arriver. Quand on passe des risques au travail, c'est souvent des pollutions relativement locales qui sont à l'œuvre. Et puis, on a des risques qui sont plus globaux, notamment le changement climatique et puis la perte de biodiversité qui vont s'exercer à l'échelon mondial. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête dès maintenant, c'est que lorsqu'on parle de risques environnementaux, on parle de risques qui ne touchent pas de la même manière tous les individus. Et c'est ça aussi qui est important à avoir à l'esprit, c'est que soit on fait tous face à un mur aujourd'hui quand on voit tous les risques qui arrivent, quand on voit les premières sécheresses, les tout premiers effets, on va dire, du changement climatique aujourd'hui, mais la taille du mur n'est pas du tout la même pour tout le monde. Donc il y a bien ça à avoir en tête que, en effet, à Kiribati, ils n'auront même plus d'endroit où vivre, et puis d'autres personnes pourraient subir finalement de manière assez légère ces risques-là. Donc il s'agit bien sûr de savoir comment on fait collectif, comment on fait solidarité face à ces risques qui sont très divers au final et qui en plus peuvent se renforcer des logiques sociales déjà préexistantes, puisqu'on sait que les risques environnementaux vont
plus fortement toucher des populations déjà dans des situations sociales difficiles. On a une question du public. Avant de créer un nouveau risque, ne faudrait-il pas s'intéresser aux conséquences des changements environnementaux sur les risques actuels? Donc, dans quelle mesure les risques sociaux déjà pris en charge, déjà existants, sont renforcés par le changement climatique et la dégradation environnementale? Si je peux... Bon, après, c'est un avis très personnel, mais il n'empêche que la différence de parler de risque environnemental, la différence par rapport aux autres risques qu'on évoquait, c'est que on fait comme si c'était un risque qui était externe, alors que tous les autres, c'était sur les populations humaines. Le risque de dépendance, le risque de vieillesse, le risque maladie. Donc il y a quand même quelque chose d'assez particulier à le définir comme ceci, puisqu'on le définit par rapport à quelque chose qui est ce qui fait pression sur les populations humaines. Donc comme le disait Noam Léandri, on dit c'est un risque pour l'humanité. Mais donc là, on invisibilise le fait que ce soit un risque pour l'humanité en disant risque environnemental. Risque environnemental, non, c'est en effet des risques sur la maladie, c'est des risques sur les accidents de travail, c'est des risques pour les bénéfices des firmes ou voire des indépendants parfois, etc. Et ça met en danger tout le monde dans sa capacité à vivre une vie comme il le souhaite. Mais il n'empêche que ça s'exerce sur les mêmes levier que précédemment. C'est juste que si vous voulez faire face au changement climatique et que les personnes n'aient pas plus d'accidents du travail quand il va faire 40 degrés sur les chantiers toute une partie de l'année, ou si vous voulez qu'il n'y ait pas plus d'arrêts maladie dans un contexte où il y aurait beaucoup de zoonoses, etc., eh bien, il s'agit de savoir est-ce qu'on met plus d'argent sur ces risques existants ou est-ce que on arrive à les contrer en s'adaptant avant de les voir apparaître. Donc en effet, moi personnellement, je considère que c'est des risques qui s'exercent de manière plus ample toujours sur les populations. Merci. Alors comme l'a évoqué Monsieur Libaud, il y a aussi le risque que représente la transition écologique en elle-même. Et on voulait vous demander comment se traduit ce risque et comment c'est considéré comme un risque la transition écologique. Je vous laisse répondre, Monsieur Chevalier. Merci pour l'invitation et je vais aussi répondre à la question d'avant sur la question des nouveaux risques et puis le nuage de mots. Moi, ce qui me marque, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de nouveaux risques quand on regarde le nuage de mots. C'est, comme vient de le dire Alexandre, c'est surtout des risques qui vont s'accentuer, qui vont être plus fréquents. Et donc, en fait, il y a un peu pour moi, ce qui est nouveau, c'est sur le temps long pour notre système de protection sociale, ce que ça va amener en termes d'effet ciseaux entre les recettes et les dépenses. Si j'aurais à catégoriser les choses, et ne notez pas parce que c'est pas scientifique du tout, d'un côté, on a des risques un peu ponctuels qui vont affecter à la fois nos infrastructures de production, là je parle vraiment des organismes, et de l'autre côté nos publics. Donc c'est un premier effet ciseau parce qu'on l'a vu avec le Covid, on doit en fait, quand il y a l'incidence d'un risque comme une épidémie, on doit non seulement gérer les organismes avec moins de ressources humaines notamment, mais en plus on doit aider davantage nos publics qui sont touchés par le risque. Donc ça, pour moi, si on regarde tous les événements climatiques qui peuvent survenir, on a ce premier risque ponctuel pour la protection sociale. Là, je me place plutôt en tant que gestionnaire, hein, désolé d'être un peu terre à terre, mais cet effet ciseau, s'il y a une catastrophe climatique majeure dans un département en particulier, en tant que directeur, en tant que directrice, en tant que cadre dirigeant, vous allez devoir gérer non seulement peut-être une pénurie de personnel ou peut-être une infrastructure immobilière qui est inopérante, mais en plus vous allez devoir aider davantage vos populations potentiellement s'il s'agit d'aller faire de l'action sociale, ou en tout cas il va falloir gérer avec ces deux tendances. Et d'où du coup la nécessité de prévenir ces risques à la fois d'un point de vue d'organisme mais aussi d'un point de vue pour les publics. Et ça, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a quand même une certaine expérience maintenant sur ces sujets-là. La question, ça va être, en termes de résilience sur le temps long, est-ce qu'on va être en capacité de gérer les crises comme ça à répétition, que ce soit pour nos infrastructures de production ou pour nos publics. Ça, c'est la première catégorie de risques, c'est ce que j'appelle les risques un peu ponctuels,
qu'on sait déjà plus ou moins gérer. Et après, il y a les risques tendanciels ou systémiques. Et là, on est plutôt sur le temps long, avec ce qui a été dit, je crois, par Dominique Libaud, sur le fait qu'on a d'un côté potentiellement une raréfaction de la recette qui vient financer notre protection sociale, du fait de tout un tas de facteurs. Après, moi, je ne suis pas économiste, donc je n'ai pas modélisé la chose, mais il y a tout un tas d'éléments qui nous laissent à penser que les recettes vont quand même diminuer, parce que la masse salariale, si le coût de la vie augmente, l'inflation, etc., on a un moment donné où les recettes qui sont liées à notre sécurité sociale risquent de diminuer. Et puis en face, les dépenses, pareil, elles risquent d'augmenter. Qu'on parle de santé ou même de vulnérabilité, et c'est là où j'en viens au risque de transition. Qu'il y ait ou pas une transition écologique, il y aura une hausse du coût de la vie, vu que on voit très bien aujourd'hui, il suffit de lire les journaux, que les intempéries, les orages, les sécheresses, ça augmente le coût des matières premières, ça augmente le coût de l'alimentaire, et donc nécessairement ça se répercute sur nos publics. Alors moi je viens de la branche famille, donc ça me concerne particulièrement sur le volet vulnérabilité sociale, mais sur la santé vous pouvez faire le même parallèle, sur les entreprises vous pouvez faire le même parallèle. Donc ça, c'est le deuxième effet ciseau, avec la baisse des dépenses et la baisse des recettes et la hausse des dépenses. Et donc sur la transition énergétique, sur la transition écologique, pardon, le fait effectivement de devoir de devoir transformer notre modèle économique vers plus d'économie circulaire, vers plus d'énergie renouvelable. Là, on le voit avec les incidences de la crise énergétique, ça augmente le coût de la vie. Il y a très forte probabilité que ça l'augmente également hors de l'effet Poutine, on va dire. Et du coup, nous, la question qu'on va se poser, ça va augmenter aussi s'il y a une taxation du carbone. Comment nous, on répond à ça en tant qu'organisme de sécurité sociale pour justement venir en aide, pour compenser la hausse du coût de la vie de façon raisonnable et progressive. Et là, j'en viens, je vais juste faire un lien avec ce que disait Dominique Libaud tout à l'heure sur la création d'un cinquième risque, même si je sais que ça vient après. Il faut effectivement distinguer la notion de risque d'un point de vue théorique et après nos modalités d'action concrètes sur le terrain auprès de nos assurés, auprès de nos allocataires. C'est un excellent exemple, la dépendance, parce que typiquement, la branche famille, elle sert l'allocation adulte handicapé pour le compte de la branche, pour le compte du risque autonomie, parce qu'on a le système d'information qui permet de le faire, parce qu'on a les données qui permettent de le faire, on a le réseau aussi. Et c'est nous aussi qui avons mis en place l'allocation journalière du proche aidant. Parce que, en fait, l'infrastructure de la branche en question ne permettait pas de le faire de façon rapide. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que sur les sujets de nouveaux risques, mais c'est ce que vous disiez, Dominique Libaud, c'est qu'il faut vraiment distinguer l'aspect un peu théorique et même l'aspect financement et l'aspect opérationnel derrière. Parce que finalement, ce sera le débat de la cinquième branche, mais on a déjà un certain nombre de choses qui nous permettent d'y répondre aujourd'hui sans forcément tout chambouler. Il y a une question du public qui nous demande si on peut parler de risque de transition écologique tant que la transition écologique reste encore balbutiante. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça ? Moi, je vais juste vous dire, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais dans le domaine écologique, on en parle souvent. Il y a la transition, puis il y a l'adaptation. Je ne sais pas si vous faites bien la différence entre les deux. En fait, il y a à la fois, il faut faire changer notre modèle économique, changer un peu nos habitudes, nos comportements, et puis il y a s'adapter à des conséquences graves qu'on sait, des risques nouveaux qui vont apparaître et qu'on est capable d'anticiper. Il n'y a qu'à lire les rapports d'experts du GIEC ou d'autres. On sait précisément ce qui va nous arriver, ce qui va nous tomber dessus. C'est pas comme si c'était une météorite dont on ne pouvait pas prédire l'arrivée. Là, on est certain qu'il va y avoir un certain nombre de choses sur lesquelles il va falloir s'adapter. Donc, on est même plus dans la transition et malheureusement, les sécheresses et incendies de cet été l'ont démontré. Il faut s'adapter, anticiper finalement la survenue de ces nouveaux risques, de ces nouvelles catastrophes qu'on est capable de prédire. Pas au jour le jour, hein, pas précisément. Hein. Si on était capable de savoir si l'hiver serait chaud ou froid, on saurait du coup savoir s'il faut remettre ou pas les centrales nucléaires en activité ou non. Voilà, ça on ne sait pas faire précisément, mais les probabilités sont extrêmement élevées et donc il faut maintenant s'y préparer. Donc aujourd'hui, on est plutôt
pense que l'urgence, de mon point de vue, et je pense que c'est partagé maintenant, y compris par le gouvernement qui commence à se dire travaillons vite sur des plans d'adaptation, c'est la question de l'adaptation à des changements forts et radicaux qui vont arriver de façon certaine ou quasiment. Et on n'est plus dans la transition. Il y aura toujours un peu de transition à faire, mais c'est plus radical que ça aujourd'hui. Alors, on avait une autre question un peu subsidiaire qui est compense-t-on aujourd'hui suffisamment les perdants de la transition écologique? Je peux essayer de répondre. C'est la CAF qui est censé faire ça, c'est pas la CAF. Je la vais CNAF vous qui est censée faire expliquer, ça. non, mais je vais vous expliquer un peu là où on en est. Avec plusieurs exemples et pour rebondir avec mon propos d'avant, pour bien différencier l'infrastructure et la théorie. Aujourd'hui, la CAF, les allocations familiales, la CNAF et les CAF ont versé plusieurs aides exceptionnelles ces dernières années depuis l'épidémie de Covid pour compenser justement une perte de revenus après le Covid. Et là, en ce moment, pour compenser la hausse du coût de la vie liée à une crise énergétique que je sépare du risque climatique, mais on peut faire des liens. L'indemnité inflation, si vous vous souvenez, ça a été versé par plein d'opérateurs, dont la CAF, mais les aides exceptionnelles, on en verse une, je ne sais pas si c'est pas aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, le chèque carburant qui a été présenté hier, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons versé, mais j'ai cru comprendre, parce que les équipes du système d'information étaient un peu affolées, d'ici la fin de l'année, on doit probablement verser une 4e. En fait, on s'appuie sur l'existant aujourd'hui en termes de système d'information et de savoir-faire de la branche famille, mais il y a d'autres exemples hein, pour l'assurance maladie pendant le Covid, il y en a plein d'autres, pour justement faire des réponses au coup par coup sur cette problématique de la hausse du coût de la vie. Mais pour moi, ça, c'est pas quelque chose de pérenne. Donc pour moi on le fait déjà aujourd'hui dans une certaine mesure. Par contre ça porte pas sur le sujet de la transition écologique, ça porte sur des sujets de hausse du coût de la vie qui sont liés actuellement à d'autres facteurs, mais à l'avenir cette hausse du coût de la vie elle sera probablement liée à toute cette question de la transition énergétique, parce que construire des éoliennes des centrales solaires etc., ça coûte potentiellement plus cher, je ne sais pas si on ferme les centrales nucléaires ou pas, mais il y a tout un effet d'augmentation du coût de la vie par rapport à ça. Donc voilà, on fait déjà un petit peu, mais c'est pas du tout pérenne et c'est pas lié à la transition énergétique, enfin à la transition écologique. Pardon. C'est pour ça que c'est une fausse réponse. Merci pour cette définition donc, des risques environnementaux et du risque transition écologique. Alors avant de passer justement au financement et à la sécurité sociale vraiment particulier. On voulait vous faire un deuxième sondage VooClap en vous demandant votre état d'esprit à l'issue de cet état des lieux et puis vos idées aussi sur comment les organismes de protection sociale peuvent prendre en charge justement ces risques. Ça va revenir dans quelques secondes. Sinon, le code, c'est le même que tout à l'heure, mais le 1 est remplacé par un 2. C'est pas très compliqué. Donc la première question, c'est une petite météo du jour. Est-ce que ça, dans quel état ça vous met ce sujet-là? On a une majorité d'envie d'agir. C'est plutôt rassurant parce que j'étais intervenu dans une autre école d'ingénieurs où quand je posais la question à ceux qui avaient envie de s'investir pour les questions environnementales, il n'y avait qu'une seule main qui s'était levée. Donc là, c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Je vois que c'est une école un peu plus engagée. On peut passer à la seconde question. Bien réagir juste sur l'envie d'agir, parce que pour moi, en fait, vous n'aurez pas trop le choix. Que ce soit... non, mais sur deux plans. Il y a un plan qui nous concerne aujourd'hui, c'est la question de comment je préviens et je gère les crises.
ça va vous arriver. Je vous conseille de vous y préparer, même si je vous dis, on a les outils maintenant, on a les plans de continuité d'activité qui vont bien, mais de rien, la question aussi de la hausse de la fréquence. Et la deuxième chose sur laquelle, là, par contre, l'envie d'agir elle est nécessaire, c'est qu'il va falloir aussi atténuer l'impact de tous les organismes, de tous nos partenaires, de tous nos publics justement pour réduire le risque environnemental. Et ça, c'est une question aussi de volonté, et puis c'est une question de moyens qu'on se donne au niveau politique pour contraindre et pour inciter à s'adapter, enfin à atténuer. Pardon. Et donc vos idées pour couvrir le risque environnemental, on voit que ça tourne aussi beaucoup autour de la prévention. Et il y a le mot de 6e branche que j'ai vu apparaître. Suicide collectif qui ressort. Il y a des idées moins joyeuses aussi. Alors pour continuer dans cette transition, on a eu le témoignage de Mélanie Vogel, donc la sénatrice qui est autrice du rapport pour une sécurité sociale écologique. Donc nous allons vous passer. Bonjour, je suis Mélanie Vogel, je suis sénatrice écologiste des Françaises et des Français de l'étranger. Et si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de mon rapport sur la sécurité sociale écologique qui a été adopté il y a quelques mois au Sénat. La démarche de ce rapport, c'était de se dire, on est face à une crise climatique sans précédent et notre système de protection sociale qui a été formé après-guerre dans une logique universaliste, c'est-à-dire une logique où chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, qui a été construit et lié au travail, est-il prêt à faire face aux nouveaux risques que fait peser sur la société le changement climatique, puisqu'il n'a pas été au départ pensé pour répondre à ces risques-là, mais pour répondre plutôt à d'autres risques, les accidents du travail, le chômage, les maladies infectieuses. Est-il prêt et s'il ne l'est pas, quoi faire pour le rendre prêt à répondre à ces risques-là, mais aussi est-il possible que notre système de protection sociale, au fond, participe à prévenir, voire atténuer la crise climatique. Il y a beaucoup de recommandations dans ce rapport. L'une d'entre elles, dont on m'a demandé de parler, c'est la création d'une nouvelle branche qu'on pourrait appeler risque climatique ou autrement, peu importe, mais d'une branche à l'intérieur de la sécurité sociale qui serait là pour couvrir les risques liés au changement climatique. C'est une des réflexions que nous avons eues pendant la mission d'information. Il n'y avait pas forcément une unanimité des personnes, des sénateurs et sénatrices qui participaient à la mission pour aller dans cette voie-là, mais la réflexion fait partie de ce rapport. Et pourquoi, enfin, quelle serait l'idée derrière un tel dispositif et pourquoi ça peut avoir un intérêt? C'est qu'une nouvelle branche permet de rester dans le mode de gouvernance démocratique de la sécurité sociale, contrairement par exemple à la création d'un fonds qui serait géré directement par l'État. Donc on reste dans le cadre de la sécurité sociale avec des prestations qui pourraient ressembler dans leur logique aux prestations actuelles, mais on pourrait, et c'était un peu la proposition, avoir un financement qui serait issu de fiscalité écologique comme l'ISF climatique ou d'autres fiscalités auxquelles on peut penser, éventuellement adaptées aux entreprises en fonction de leur impact climatique. Mais donc ce serait une solution pour avoir une fiscalité environnementale et climatique qui abonde une branche à l'intérieur de la sécurité sociale
et qui permet des prestations pour protéger les individus contre les nouveaux risques climatiques. Je pense à la sécurité sociale alimentaire, par exemple, mais aussi à d'autres prestations qui pourraient venir des nouveaux risques, comme quand on doit se déménager parce que on habite dans une zone qui n'est plus habitable, comme quand on doit se reconvertir parce que on travaille dans un secteur qui a vocation à disparaître parce que c'est un secteur polluant qui n'est plus durable, comme des formations spécialisées pour la reconversion, tout un tas de nouveaux services, de nouvelles prestations qui ont comme objectif non seulement de protéger les individus contre les risques que leur fait subir la crise climatique, mais aussi de participer à y répondre et à l'atténuer. On a vu le point de vue de Madame Vogel. Elle parle de 6e branche. Dans les questions, on a aussi quelqu'un qui nous a demandé si c'était possible de, en fait, tout simplement ne pas forcément créer une nouvelle branche, mais intégrer le risque environnemental à la sécurité sociale existante par rapport, par exemple, à la branche maladie. Si on adopte un peu une approche prospective, comment vous imaginez qu'on pourrait prendre en charge le risque environnemental dans la protection sociale ? Je peux répondre, enfin, sauf si je retourne vers mes autres intervenants. Peut-être, j'avais une autre slide peut-être pour répondre à cette question. Vous dire effectivement la 6e branche, je crois que c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est une option parmi d'autres, mais on peut très bien imaginer que aujourd'hui les enjeux climat et environnementaux soient intégrés dans l'ensemble, en fait, deviennent quelque chose de transversal. C'est un peu ce qui est aujourd'hui négocié, je crois, à travers les COG. Alors aujourd'hui, le COG, c'est surtout sur la responsabilité sociale environnementale, ou RSO, qui est utilisé dans la sécurité sociale. J'aime pas RSO, parce qu'il manque un E. Parce que social, c'est bien, mais il manque le E d'environnement, donc je supprime le O. Donc vous avez les sujets RSO, mais qui sont plus sur l'exemplarité interne. La question, c'est plutôt comment est-ce que je le fais dans mes politiques publiques. L'idée, c'est pas de changer mes 10 milliards de coûts de fonctionnement. C'est comment je change mes 900 milliards de prestations pour qu'elles aient un impact environnemental positif, ou en tout cas pas d'impact environnemental négatif, parce que déjà il faut éviter peut-être de financer des choses qui seraient, je pensais revenir un petit coup en avant si c'est possible. Un petit coup en avant, pourquoi ? Parce que je voudrais parler des exemples d'autres concurrents de la sécurité sociale, le secteur privé, les assureurs, les mutualistes, qui eux commencent à se bouger et qui, je pense, ont un coup d'avance sur la sécurité sociale à ce titre. Je reviens sur l'école. J'ai entendu le directeur de l'école en parler. Vous aviez collaboré aux discussions avec la DSS. Ils m'ont aussi sollicité et on essaie de voir comment on peut les nourrir. Mais voilà, l'idée, c'est leur dire regardez ce que fait le secteur privé de la protection sociale pour essayer de vous en inspirer. Moi, j'ai pris 3 exemples. AXA, qui est le plus gros assureur mondial, je pense, je ne sais pas si c'est le premier ou le 2e ou le 3e, bon, bref, il fait partie quand même des plus gros au monde. Alors c'est une filiale AXA Climate qui vise justement à mieux mesurer et couvrir les risques climat pour des agriculteurs, pour des entreprises qui ont des infrastructures sensibles. Et il faut une supervision au jour le jour pour pouvoir donner aussi des instructions, aider et anticiper finalement les choses, dire voilà, on ne vous assure pas si vous ne mettez pas en place telle action parce qu'on anticipe qu'il va y avoir tel événement météorologique. Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent l'assurance paramétrique. Ça nécessite pas mal de compétences statistiques et aussi de suivi avec des données satellitaires en temps réel, etc. Mais voilà, c'est une sorte de choses qu'ils font, plus le fait qu'ils vont former aussi des entreprises, etc., aux questions climatiques pour pouvoir faire en sorte que les salariés soient plus sensibilisés à la question et l'anticipent maintenant au jour le jour. Harmonie Mutuelle, je cite parce que on a convenu un partenariat avec eux à l'ADEME parce qu'ils sont engagés à moduler le taux de cotisation en fonction des engagements environnementaux pris par les entreprises qui ont la couverture protection sociale de leurs salariés. Donc voilà, ils considèrent, ils font le pari, ils ont pricé, enfin ils ont tarifé ils ont essayé d'intégrer ça dans leur tarification, c'est-à-dire voilà une entreprise qui fait plus d'actions en faveur de l'environnement, qui encourage ses salariés à utiliser le vélo plutôt que la voiture, vont être en meilleure santé, vont avoir une meilleure et donc peut-être moins de risques aussi santé, et donc ça ils l'intègrent aujourd'hui dans la tarification. Et puis je cite la IOPA, donc c'est l'entité, l'agence européenne qui supervise tous les assureurs et qui donc leur demande de tester leur résistance ou leur vulnérabilité inversement à des effets du changement climatique, tant sur leur
leurs infrastructures, hein, mais également sur leurs recettes, sur leurs dépenses. Est-ce qu'ils sont capables de couvrir, ou les investissements qu'ils vont réaliser, est-ce qu'ils sont capables de couvrir ça? Et moi, je trouve que la bonne nouvelle, c'est que la sécurité sociale couvre déjà un certain nombre de sujets environnementaux, hein. J'en ai listé quelques-uns, mais je pense que c'est pas exhaustif, que ce soit autour de l'amiante. Je vais peut-être le lire là, ce sera plus simple. L'amiante, intempéries. Alors, je cite le chômage parce que souvent on ne le met pas dans la sécurité sociale, mais dans une acceptation large de la protection sociale, je pense qu'on peut quand même. Puis avec la fusion URSSAF-ACDIC, je pense, ou le rapprochement, je ne sais pas si c'est fusion. Enfin, j'ai pas suivi ça dans le détail, mais voilà, je pense qu'il y a maintenant des liens qui sont créés, qui sont plus étroits que par le passé. Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui est tout récent, je crois, qui date de 2020. Donc voilà, maintenant, il y a un certain nombre de choses qui sont gérées par la sécurité sociale et qui pourraient être mises en sens. Donc, sixième branche, je pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga. Il y a déjà des choses qui sont faites, déjà essayer de les mettre en visibilité, de créer de la cohérence dans tout ça. Et puis après, je pense que la sécurité sociale environnementale, hein, qui est maintenant une idée, on y reviendra peut-être après, elle peut aussi être plus large finalement. On pourrait imaginer aussi anticiper davantage les mutations professionnelles de personnes qui sont dans des secteurs qui sont amenés à disparaître et puis d'autres qui sont amenés au contraire à se créer. Donc c'est aussi accompagner toutes les transitions professionnelles et pas simplement et économiques, hein, et pas simplement regarder les questions de la santé, santé environnement, mais également élargir aussi à toutes les mutations qui vont avoir lieu et les accompagner. Peut-être Alexandre Berthe, si vous avez un point de vue sur comment la protection sociale pourrait prendre en charge le risque environnemental. Oui, tout à l'heure, j'étais négatif sur le fait que ce soit un risque à part. Je veux dire, on peut quand même réfléchir, donc à partir de l'hypothèse de la sénatrice, sur qu'est-ce qui fait les spécificités de ce risque-là par rapport à d'autres. Le premier qu'elle met en avant, et qui est certainement le principal point de différence, c'est que on peut poser la question de qui doit payer pour ce risque. Donc, pour les risques sociaux, qu'est-ce qu'on a dit en général? On collectivise ce risque et puis on paye ensemble pour ceux qui connaîtraient ce risque. Là, il y a la question de dire, et c'est une idée qui n'est pas en vogue au niveau de la fiscalité environnementale, mais de dire c'est peut-être d'autres gens que ceux qui vont connaître les risques qui doivent payer, puisqu'il y a des personnes qui sont responsables de l'occurrence de ces risques-là, qui sont ceux qui ont pollué le plus, ceux qui ont émis le plus de polluants, etc. Donc, sur une première différence, on peut dire qu'il y a celle-ci qui est qui doit payer pour ceux qui connaîtront le risque et derrière des questions de justice sociale tout simplement entre mettre de front les inégalités d'émissions, les inégalités de pollution entre les individus et puis de l'autre côté les inégalités qu'on pourrait appeler environnementales de conséquences environnementales subies par les individus. Donc c'est une première différence. La difficulté après bien sûr est que cette fiscalité environnementale, même si elle toucherait plus fortement en termes d'euros à payer les catégories sociales les plus favorisées, elle toucherait potentiellement également les catégories sociales en difficulté avec toutes les problématiques qui peuvent y être associées. Le deuxième point qui fait pour moi spécificité, c'est tous les enjeux de risques corrélés. C'est-à-dire de cas, alors vous parliez des assureurs privés, mais il y a tous les cas où en fait les assureurs privés ne vont pas pouvoir faire front parce que au final c'est un risque qui arrive avec une occurrence souvent où tout un territoire, toute une région ou même au niveau mondial, il peut avoir toute la population qui est touchée. Donc il y a une deuxième spécificité qui est de se dire mais qui pourra prendre en charge ce risque s'il y a des sommes très importantes à dépenser, et on voit déjà que ça existe avec les logiques de catastrophes naturelles qui peuvent être couvertes parfois par l'État pour éviter ce problème lié à l'assurance privée. Et puis pour réagir plus spécifiquement à ce que disait Noam Léandri, il y a le risque, il y a la spécificité de se dire est-ce qu'on va encore mutualiser sur ce risque-là? Est-ce que parce que vous parlez on va avoir des données satellites, on va pouvoir savoir exactement quel risque vous avez, etc. Bon, ça existe aussi pour le risque maladie. Hein. On se dit aujourd'hui, qui doit payer pour celui qui est dans une situation de santé très déficiente? Est-ce qu'on mutualise encore les risques? Ou vu qu'on connaît très bien la probabilité du risque, on pourrait aussi l'individualiser? Et puis il y a aussi cette question-là ici qui se pose de se dire si vous êtes en zone inondable, est-ce que c'est vous qui devez payer? Si vous êtes et donc ça par le secteur privé, il peut y avoir cette individualisation alors que c'est peut-être pas comme ça que le prendrait la sécurité sociale. Donc voilà un peu pour moi trois spécificités de ce risque environnemental, mais il n'empêche que je reste sur l'idée que après les conséquences qui vont être vécues par les personnes seront relativement similaires à ce qu'elles étaient auparavant, avec juste des occurrences plus fortes.
Ouais, sur la 6e branche. Alors, vous avez peut-être deviné ce que je vais dire, mais enfin, derrière la branche, il y a un certain nombre de choses palpables. Il y a des données, il y a un système d'information, il y a un réseau et il y a un savoir-faire. Et créer une nouvelle branche, ça veut dire repartir de zéro, enfin, ou presque, là-dessus, à moins de prendre des morceaux d'autres branches. Et du coup, c'est très compliqué, c'est très long, et comme je l'ai dit, aujourd'hui on a une branche autonomie, mais pour autant, c'est d'autres branches, enfin c'est d'autres réseaux, appelez ça comme vous voulez, qui vont verser les prestations pour son compte, par exemple. Du coup, une 6e branche, moi, spontanément, je dis il n'y a pas forcément besoin. Si c'est pour faire une coquille vide, parce qu'on a bien entendu, c'est la fin de l'abondance, y compris pour les finances publiques. Donc, ça veut dire que dans nos coges, là, on va nous demander de réduire les effectifs, probablement. Donc, je vois mal qu'ils se mettent à construire un nouveau réseau qui va permettre de répondre à ces problématiques-là. Et donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je dis plutôt non. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il faut, et c'est ce que tu disais, il faut... ces sujets-là, ils concernent tout le monde. Donc si on s'amuse à faire, j'ai entendu parler d'un ministère des crises aussi, enfin, j'ai lu ça dans un journal, si on s'amuse à faire une 6e branche ou un ministère dédié à ça, on déporte la responsabilité de ces sujets-là sur un autre acteur, alors que tout le monde doit se poser la question de ce que lui, il va faire pour prendre en charge ces risques. Par contre, sur le long terme, il y a une réflexion à avoir sur effectivement la capacité de notre système de protection sociale à financer ces sujets-là. Et là, c'est des questions de modélisation économique. Moi, je suis incapable de vous dire si on va y arriver ou pas. On n'a pas fait nos stress tests climatiques, mais ça, c'est quelque chose qui va falloir réfléchir parce que c'est là où on va avoir besoin de quelque chose. C'est au niveau des financements plutôt qu'au niveau des infrastructures et d'une branche. Voilà. Oui, si je peux rebondir sur ça, c'est de dire aussi que j'ai appelé ça une erreur, comme ça sera clair, cette erreur de sortir le problème environnemental et de le dissocier de tous les autres, c'est déjà ce qu'on a fait sur les politiques environnementales d'un point de vue plus général. Et là, les économistes peuvent en prendre une grande part, c'est-à-dire que depuis le début, on a dit il faut un prix du carbone, il faut quelque chose sur spécifiquement la question environnementale. Alors que depuis le début, et aujourd'hui c'est beaucoup plus clair, l'enjeu c'est la transformation de notre système productif et notre système social dans un contexte où il y a des limites planétaires, où on n'est pas dans une cow-boy économie, où on est dans une spaceship économie, où il faut prendre en compte la taille de notre économie ne peut pas être n'importe laquelle. Donc il y a quand même cette dimension-là à prendre en compte que lorsqu'on extrait le problème environnemental du reste, déjà, on fait face à toutes les personnes qui peuvent penser que ce problème environnemental n'existe pas. Il faut quand même garder en tête que le climato-scepticisme et puis ce qu'on pourrait, je sais pas, appeler peut-être climato-nuancisme en disant que c'est pas si grave, etc., est quand même encore très présent dans les populations des pays développés. Et également se dire que si on remet ça à part, ça signifie que c'est un problème parmi d'autres. Alors que c'est pas un problème parmi d'autres. C'est le nouveau contexte dans lequel nous agissons et c'est pas quelque chose que l'on doit réguler à l'intérieur de notre système social. C'est quelque chose qui l'environne totalement et c'est notre système économique, notre système social qui est inclus dans l'environnement et pas l'environnement qui est un rouage parmi d'autres où il faudrait s'assurer qu'il tourne bien. Donc c'est un peu inverser la problématique que de mettre ça comme quelque chose d'isolé. Non, c'est au cœur de nos problèmes, de nos enjeux. On avait une question du public sur le financement de nouvelles mesures et la prise en charge. Parce qu'on a vu en France, avec les gilets jaunes ou les bonnets rouges, que les Français sont plutôt réticents donc, à la mise en place d'une fiscalité écologique. Donc, de fait, comment ces financements pourraient être pris en charge? Je peux intervenir là-dessus. Effectivement, le paradoxe, souvent en matière d'inégalité environnementale, c'est que souvent on constate que ce sont les plus modestes qui sont les plus impactés par les effets soit du changement climatique, soit de la pollution. Aujourd'hui, la qualité de l'air elle est plus mauvaise autour des autoroutes. Il se trouve que c'est là où on a mis les HLM, je dis les autoroutes, pardon, mais les périphériques. Voilà, souvent les plus modestes sont logés là où la qualité de l'air est la moins bonne. C'est aussi ceux qui vont subir le plus les effets du changement climatique parce qu'ils sont plus dans des zones à risque, parce que c'est là où le foncier était le moins cher, donc forcément on se retrouve là où c'est le plus dangereux.
Et à l'inverse, c'est ceux qui sont le moins responsables finalement peut-être de cette pollution ou de ces changements climatiques, parce que c'est quand on est pauvre, on est sobre par définition, donc c'est pas là où on consomme le plus, et c'est pas ceux qui vont du coup créer ces effets de pollution, de changement climatique. Donc aujourd'hui, d'avoir une fiscalité ou une fiscalité écologique qui pèserait plus sur ceux qui sont les moins responsables et qui en plus sont les moins aptes à pouvoir changer leur comportement. Je pense typiquement à l'achat d'un véhicule électrique qui est aujourd'hui plus cher qu'un véhicule thermique, rénover son logement qui est très onéreux et sur quoi il y a encore un reste à charge ou de la paperasserie complexe. Donc, c'est pas les plus à même de pouvoir aussi faire les procédures administratives longues et compliquées qu'on a mis en place pour pouvoir bénéficier de certain nombre d'aides. Donc, c'est clairement aujourd'hui faire peser, c'est d'un paradoxe et c'est une double peine dans certaines manières pour les plus modestes qui, comme je disais, sont les moins responsables et les plus impactés, et y compris par les politiques publiques qu'on veut mettre en place qui aujourd'hui pourraient aussi les défavoriser. Donc on pense à la taxe carbone. J'étais en charge de ce sujet-là au cabinet de la ministre de l'Environnement avant de rejoindre l'ADEME, et effectivement la taxe carbone qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années avait quand même dans son idée, dans son concept initial, et c'est ce qu'on a redit à l'ADEME dans un avis qu'on a publié en 2020 sur comment on peut avoir une contribution climat juste, équitable et acceptée socialement. Il faut qu'il y ait un retour à ceux qui contribuent et qui ont le plus besoin. C'est-à-dire ça peut être acceptable d'avoir une contribution, une taxe carbone, c'est le terme aujourd'hui, qui est effectivement l'alpha et l'oméga de tous les économistes qui s'intéressent au sujet climatique aujourd'hui. Il y en a beaucoup malheureusement qui jurent que par là, qui n'arrivent pas à avoir d'autres solutions. Parce qu'effectivement, l'idée en termes d'économie, c'est pour ceux qui n'en ont pas fait c'est internaliser les externalités négatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le climat, l'environnement n'a pas de prix, donc il faut donner un prix aux externalités, aux dommages qu'on crée à l'environnement, qui est un bien commun. Et donc, il faut lui donner un prix pour que les gens soient capables de l'intégrer dans leur calcul économique. Est-ce que je prends telle décision plutôt que telle autre? Et donc, il faut donner ce prix à ces externalités. Il y a d'autres manières. Il y a le marché carbone, par exemple, qui marche pour l'industrie en Europe. C'est pareil, c'est un système d'échange de quotas qu'on arrive à donner un prix, mais ce n'est pas un prix qui est défini par la fiscalité. Et puis quand c'est trop diffus, il y a la réglementation qui interdit tout simplement l'utilisation de telle ou telle substance, comme ça au moins on est tranquille. Là, en l'occurrence, le prix, on sait sur l'énergie, il va peser plus fortement sur ceux qui ont le moins. Ceux qui ont un budget contraint, typiquement les ménages les plus modestes, ils ont 40% de leur budget qui est contraint, qui est préengagé par les loyers, l'énergie, la restauration scolaire, etc. Donc c'est ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir faire des arbitrages et donc de subir cette hausse des prix. Donc il faut pouvoir les accompagner, et donc ça, pour que ça soit acceptable, il faut que 100% de la recette fiscale environnementale soit réutilisée pour des mesures d'accompagnement des changements, et notamment pour ceux qui sont les plus contraints. Aujourd'hui, malheureusement, on sait que la rénovation énergétique et toutes les aides qui se comptent aujourd'hui par milliards à peu près, elles bénéficient surtout à ceux qui sont les plus aisés, parce que c'est ceux qui ont les plus les moyens de payer les travaux de rénovation énergétique. Et donc, effectivement, il y a ce paradoxe, pareil, les véhicules électriques ou les véhicules électriques rechargeables, hybrides rechargeables, qui sont très chers pour certains, et qui sont parfois du greenwashing, on va se le dire, sont surtout la panacée de ceux qui ont le plus de moyens pour se payer ces véhicules très chers. Donc effectivement, ça exclut, et on va taper fort sur les plus modestes. Je vous invite à regarder, je ne sais pas si vous aviez connu Groland, vous avez peut-être connu cette émission par le passé. Il y a un sketch très drôle qui suit deux personnes dans leur quotidien, en disant voilà, il y a le prolo qui pollue, qui mange mal, qui a un vieux diesel, qui fait pas du tout attention à l'environnement, etc. Et puis de l'autre côté, il y a celui qui fait très attention, Bobo, qui fait très attention à ce qu'il mange, il va à vélo, etc. Et puis à la fin, donc on voit un compteur carbone, et on voit qu'effectivement le prolo, il a un mauvais compteur carbone au fur et à mesure de sa journée. Mais à la fin, donc la chute, donc désolé, je vous spoil ça, mais bon, ça doit avoir 15 ou 20 ans ce sketch, donc il est fort connu. À la fin, le bobo qui a fait plein d'efforts, il dit avec tout ce que j'ai fait comme effort, maintenant je peux prendre l'avion. Et là, son bilan carbone, il est x3 par rapport au prolo. Et donc effectivement, il faut avoir conscience qu'il suffit de prendre un vol dans l'année pour pouvoir avoir fait le double du budget carbone de n'importe quelle personne modeste ou qui ne prend pas l'avion.
Donc c'est effectivement là aujourd'hui où c'est finalement la question des moyens financiers, c'est par notre consommation qu'on a le plus d'impact. Et donc il faut que tout le monde soit sobre et pas forcément les plus pauvres qui le sont déjà, mais il faut que tout le monde fasse une action de sobriété. Alors, il y a un élève du public qui se demande si ce ne serait pas plus efficace de penser ça à l'échelle européenne, justement, au niveau local français. Ça vous laisse sans voix. C'est-à-dire qu'il y a différentes branches en économie, hein, avec l'économie standard n'est pas la seule à exister, bien qu'elle représente aujourd'hui 90 ou 95% du corps des économistes, mais il y a aussi des économistes qui s'intéressent plus au changement institutionnel et à la façon dont les institutions peuvent se transformer pour prendre en compte le changement climatique, et ces économistes-là ne sont pas forcément tombés des nues lorsqu'ils ont vu les gilets jaunes, contrairement à certains de mes collègues. Ça, c'était pour la discipline. Ensuite, pour le reste, bien sûr que l'échelon européen a un sens, notamment sur les politiques environnementales. Je pense que faut être évident que sur le changement climatique, en fait, la seule échelle qui a vraiment du sens, c'est l'échelle mondiale. C'est pour ça qu'on négocie à cette échelle-là, notamment pour l'atténuation. Noam Léandri parlait tout à l'heure de l'adaptation. Je veux juste rappeler qu'il y a 3 dimensions, aux politiques pour le changement climatique. Il y a les dimensions d'atténuation. L'atténuation, c'est la logique de limiter les polluants. Alors généralement les gaz à effet de serre, parce qu'on utilise surtout cette terminologie pour le changement climatique, de limiter les polluants que l'on émet et donc ainsi de limiter le changement climatique qui pourrait exister. La deuxième dimension, l'atténuation, clairement, il faut qu'elle se mette en place partout. Et puis, elle va se mettre surtout en place dans les activités productives, parce que les ménages, c'est important, mais en fait, il y a quand même la dimension industrielle qui est très forte. Et donc, face aux enjeux de concurrence, etc., il y a forcément besoin de définir des cadres ensemble. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que l'accord de Paris est finalement vide de mécanismes. Il pose des ambitions, mais il est vide de mécanismes qui permettraient de le faire, contrairement à ce qu'était l'accord de Kyoto avant. La deuxième dimension, bien sûr, c'est l'adaptation. Donc l'adaptation, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait de s'assurer que les populations vont être prêtes à faire face au changement climatique qui va forcément arriver. On est sûr d'être à 1,5 degré, 2 degrés c'est fait, là c'est bon. Bon, on sera certainement à 4 en 2100. Faut pas se faire non plus trop d'illusions. Donc il y a la question de comment on s'adapte à ça, et cette dimension-là, elle est aussi importante, mais on voit qu'elle se décline quand même à des échelles différentes, puisqu'il s'agit de s'assurer que la population locale s'adapte, et les logiques territoriales sont pas toutes les mêmes. Les conséquences vont pas être du tout les mêmes en France que dans le sud de l'Espagne, que finalement en Norvège, etc. Donc il y a quand même cette dimension-là à prévoir, mais l'adaptation n'est pas tout, dans le sens où l'adaptation, c'est être capable de faire face à ce changement climatique. Donc ça peut être des logiques financières, d'avoir les moyens de faire face, mais c'est aussi quand on voit des politiques comme les 1000 jours aujourd'hui sur la petite enfance, on peut penser aussi que c'est une politique pour s'assurer que les générations futures qu'on va laisser à la planète soient capables de s'adapter au changement climatique, qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient pas obèses, qu'elles aient un bon niveau d'éducation à terme, et donc qu'elles puissent comprendre qu'au final le problème est vraiment en train de se passer et qu'elles ne soient pas tentées par plonger dans les fake news, etc. Donc il y a quand même cette dimension d'adaptation. Et il faut pas oublier la troisième, qui est celle dont on parle aujourd'hui en fait principalement, qui est celle de perte et préjudice, qui est celle de lorsque le changement climatique se produit, que l'on ne s'est pas adapté, et ben finalement on subit des pertes et préjudices, et c'est ces pertes et préjudices qu'il s'agit d'allouer. Et ça, cette allocation, est-ce qu'elle peut se faire à l'échelon européenne? Pour l'instant, j'ai l'impression que les logiques là-dessus sont quand même plutôt nationales. Donc ça va dépendre, à mon avis, des dimensions qu'on souhaite traiter. Mais sur l'atténuation, oui, la réponse sera mondiale ou elle ne sera pas, sachant que les plus gros polluants, contrairement, vous savez, quand on a fait l'accord de Kyoto, il y avait les pays de l'annexe 1, qui étaient en gros les pays développés, qui, eux, avaient des mesures contraignantes dans l'accord de Kyoto. Et puis, lorsqu'on a fait l'accord de Paris, l'idée, c'est de dire tout le monde doit être autour de la table, parce que les principaux polluants aujourd'hui, même si c'est pour nos biens qui ont été produits chez eux, les principaux polluants sont les pays qui sont les pays émergents, les BRICS. Et donc, il y a cet enjeu, surtout dans le contexte actuel. Oui. Non, mais ils ont largement rattrapé. La Chine représente rien quand les accords de Kyoto sont décidés, et elle est le principal polluant avec les États-Unis lorsque la période se termine. Donc bien sûr, là, c'est un échelon mondial, mais les enjeux géopolitiques sont en même temps très forts. C'est-à-dire que la difficulté pour ces 3 politiques-là, et je m'arrêterai là-dessus, désolé si je suis trop long, c'est que lorsque les pertes et préjudices occurrent,
Lorsqu'on commence à avoir un cas où il y a une perte et préjudice qui apparaît, comme là avec la sécheresse, comme là, ça, à chaque fois, limite nos capacités de financement, limite nos capacités à se mettre d'accord. Et donc, plus le changement climatique va se mettre en place, que là, on voit que les prémices, moins on va être capable certainement de se mettre d'accord autour de la table. Et plus chacun aura ses enjeux à dire, non, mais attends, moi, il faut bien que mes populations elles se chauffent cet hiver. Non, mais attends. Donc, il y a un risque que le court terme prenne encore plus le dessus sur le long terme, parce que pour l'instant, on n'a pas vu le changement climatique. Mais quand il va être là, on a vu pendant le Covid, le court terme a pris forcément le pas. On a dit, bon, ok, les masques, on va les produire avec du plastique, etc. On verra après pour créer des filières de recyclage. Ça n'a pas été l'objectif. Donc là, quand il y a les sécheresses, c'est vrai qu'on va peut-être regarder le day-to-day survival, quoi, l'idée de survivre au jour le jour. Peut-être sur l'Union européenne, comme ça j'arrête de parler de la CAF. Enfin, sauf erreur de ma part, la politique commerciale elle se décide au niveau de l'Union européenne vu qu'on est en libre-échange. Or, comme le disait Noam, 50% je crois de mémoire de notre empreinte carbone, ça vient des produits importés. Donc je vois pas comment on peut faire sans l'Union européenne dans la mesure où il faut à un moment donné dire soit en taxe aux frontières, soit en taxe au moment de l'achat, mais faudra bien taxer le carbone qui est dans les produits importés. Donc pour moi l'Union européenne c'est évidemment un échelon logique sur cette question-là et en plus de ça on a des exemples récents qui portent pas sur la taxation mais sur la norme. Qui montre comment l'Union européenne a une capacité, une force de frappe quand même assez massive sur les constructeurs automobiles, par exemple, en fixant des normes d'électrification du parc automobile qui sont drastiques. Honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à un tel niveau de... Après, le véhicule électrique n'est pas non plus la panacée. Hein. Mais en tout cas, c'est un autre levier qui permet de réduire la consommation carbone en agissant sur les industries au travers des normes. Donc, il n'y a pas que la taxe carbone, effectivement. Et pour répondre à la première question, c'était par rapport au financement et aux gilets jaunes. Si on en vient à taxer le carbone d'une façon ou d'une autre, il faut effectivement compenser parce que sinon les plus vulnérables, les plus démunis vont nécessairement dire écoutez, non seulement je paye 2 fois la crise climatique et du coup là il y a toute une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on doit penser en termes de prestations pour compenser l'effet de l'augmentation du coût de la vie lié à cette taxation carbone. Donc après, est-ce qu'il faut une 6e branche ou encore une 7e branche pour faire une prestation? Non, une prestation, ça peut être versé par quelque chose qui existe déjà. Donc voilà, sur les gilets jaunes, l'erreur, elle a été là au final. C'était de mettre en place la taxe, en plus de l'augmenter au dernier moment pour des raisons budgétaires. Et en face, ne pas compenser la hausse du coût de la vie, alors que là, aujourd'hui, on voit bien, avec toutes les indemnités inflation, les aides exceptionnelles, que c'est le fer de lance du gouvernement que de compenser la hausse du coût de la vie. Alors justement, pour rebondir, il y a une question du public sur doit-on créer une prestation de compensation de la taxe carbone versée par les CAF, justement, pour revenir aux CAF. Alors, je ne sais pas si c'est par les CAF, mais on peut se rappeler, en 2010, quand on a tenté de faire une taxe carbone, une vraie taxe carbone, en fait, j'ai envie de dire, c'était un rapport de Michel Rocard qui avait été rendu à Nicolas Sarkozy, président de la République. Il proposait un schéma où, effectivement, on taxait plus l'essence, donc on avait une taxe additionnelle sur les carburants, on va dire, et l'énergie. En contrepartie de quoi, il y avait une baisse forfaitaire de l'impôt sur le revenu en tenant compte, donc c'est un montant forfaitaire identique pour tout le monde, en tenant compte du fait qu'on soit rural ou pas rural et de la taille de la famille, enfin du quotient familial pour faire court, de manière à avoir un montant forfaitaire. Donc il y avait des gagnants, des perdants. Ceux qui gagnaient, c'était ceux qui consommaient peu d'énergie, et ceux qui perdaient, c'est ceux qui en consommaient beaucoup. Et donc finalement, c'était assez redistributif parce que, comme je le disais tout à l'heure, les plus pauvres, les plus modestes sont déjà sobres par définition puisqu'ils ont un budget contraint, ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont plus aisés, qui entre guillemets ont accumulé 150 milliards d'euros d'épargne depuis 2 ans avec la crise Covid. C'est la Banque de France qui le dit. Donc je crois qu'on peut le rappeler, ce chiffre régulièrement. Il y a une capacité d'épargne sur laquelle on peut jouer. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas que les CAF qui peuvent verser cette prestation. On peut jouer par l'impôt sur le revenu, on peut jouer par d'autres formes de redistribution, mais en tout cas, se rappeler que c'était déjà dans les idées initiales d'avoir des montants forfaitaires. Alors, je ne sais pas si c'est une prestation. Aujourd'hui, il y a le chèque énergie quand même qui est géré par alors, je crois que c'est l'ASP, je ne sais plus si c'est l'agence de service de paiement ou si c'est les fournisseurs d'énergie qui se débrouillent avec, je ne sais plus exactement, mais
Ça a remplacé la tarification sociale de l'énergie qui préexistait et qui ne permettait d'avoir des tarifs sociaux que sur le gaz et l'électricité. Là, ça a permis d'élargir à plus de ménages et à plus de sources d'énergie, même financer des travaux de rénovation énergétique. C'est un montant qui est encore, que certains considèrent comme beaucoup trop faible, puisque c'est maximum 250 € pour un foyer, en fonction de sa taille de foyer, etc. Donc c'est rien. Là, on dit que l'énergie devrait augmenter de moins 200 € par an en moyenne. Donc on voit bien que c'est pas à la hauteur. C'est rien, je parle que de l'augmentation, je parle pas de la facture totale. Donc on voit que c'est pas encore grand-chose, mais c'est un outil important qui malheureusement subit beaucoup de non-recours, contrairement aux prestations CAF où là l'avantage c'est qu'ils sont déjà enregistrés normalement les personnes à qui on fait le versement. Enfin c'est des gens qui sont déjà normalement enregistrés dans le système. Alors après voilà, je ne vais pas ouvrir le débat de la base ressources et du versement à la source des prestations sociales, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est le problème du chèque énergie, c'est que dès qu'on crée un nouveau dispositif avec un nouveau système, une nouvelle façon de comprendre comment ça fonctionne, il y a le problème du non-recours qui est important. Et donc voilà, ça ne résout pas toutes les solutions. Mais en tout cas, clairement, il y a besoin quand même d'avoir des choses qui soient ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin d'être accompagnés. Il ne faut pas que ça soit totalement forfaitaire, même si ça peut avoir des effets redistributifs, si c'est lié à la consommation. Mais on peut imaginer aussi que ça soit par des baisses de TVA sur des produits ciblés qui feront que ceux qui sont des produits de première nécessité pourraient voir leur prix baisser, à condition de vérifier que ça ne va pas forcément bénéficier qu'aux plus aisés, parce que ça serait là, dans ce cas-là contre-productif. Mais il peut y avoir des baisses ciblées de TVA qui encouragent aussi à des actions plus vertueuses et donc qui permettent aussi d'équilibrer les budgets après des ménages. Juste pour compléter sur la taxe carbone, c'est vrai qu'on pense toujours à ce mécanisme de compensation, mais il y a deux choses et qui reviennent à la même question, qui est qu'est-ce qu'on laisse au marché en fait. Il y a deux dimensions qui me semblent importantes là-dessus, c'est de voir que la taxe carbone, on l'a fait pour inciter les gens à changer leur comportement, mais en fait cette taxe carbone, elle devient acceptable à partir du moment où les gens ont changé leur comportement et où ils se sont rapprochés des lieux de vie ou des centres urbains, etc. Donc il y a toujours cette difficulté que et ça peut se faire par exemple dans les investissements d'infrastructures de transport collectif ou dans des choses comme ça pour rendre plus acceptable une taxe. C'est-à-dire que ce qu'on a fait tout le XXe siècle, notamment sur la ruralité, c'est d'éloigner les gens des centres urbains parce que quand ils avaient la capacité de se déplacer plus loin, eh bien on le montre très bien, le temps de transport domicile-travail n'a pas changé depuis le XIXe siècle. C'est juste que vu qu'on est capable d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui, on est logé plus loin. Donc il y a la logique de comment on inverse cette tendance-là pour qu'ensuite des mécanismes qui nous obligeraient à payer quand on pollue deviennent acceptables. Et ça pose, à mon avis, plus globalement, la question de qu'est-ce qui, comme bien, doit être laissé au marché. On a le grand débat aujourd'hui sur les jets privés, par exemple, de dire quel transport en jet privé est légitime ou non. Donc il y a une question de la légitimité de la dépense qui est aujourd'hui posée et qui va au-delà de la dépense d'1 € supplémentaire. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, mais qui est plus difficile à mettre en place, c'est que, par exemple, il y ait une quantité de carbone qu'on considère comme quelque chose dont les gens ont besoin, et que cette quantité de carbone soit totalement défiscalisée. Parce que on peut se dire toujours, dès que j'émets du carbone, je pollue, mais en fait, c'est pas vrai. Là, il y a une capacité de nos écosystèmes à capter une partie du carbone. Donc, en final, on a un budget carbone tous ensemble. Ce budget carbone-là, on peut se dire que finalement, on le coupe par tête et on se dit, ça, c'est bon, vous polluez cette quantité-là, vous avez le droit de la polluer. Donc, il y a un danger aussi de stigmatiser toutes les pollutions et notamment la pollution en vieux diesel, alors qu'en effet, on n'en émet pas d'autres. Et donc, cette question-là, et qui rejoint la table ronde de cet après-midi, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on produit ensemble et qu'est-ce qu'on laisse au privé. Le fait de laisser au privé, donc à la décision privée, ça nous a totalement, par exemple, contraints à surinvestir dans l'automobile parce que c'était une décision privée qu'on pouvait réaliser, qui n'avait pas besoin de mise en collectif pour le faire. C'est pareil pour l'alimentation. On a totalement considéré que c'était un bien privé qu'on allait acheter quand on était au supermarché et qu'il n'y avait pas d'autre processus que le nombre d'euros que j'ai dans ma poche pour décider de comment on allait produire l'alimentation. Et c'est aussi pareil pour l'énergie. Donc à chaque fois, il y a cette question de qu'est-ce qui fait qu'une dépense est acceptable ou non. Pour l'instant, c'est uniquement le nombre d'euros qu'on a dans notre poche, mais c'est pas obligé de rester comme ça pour certaines dépenses, comme les jets privés, comme l'énergie, comme l'alimentation, comme les premières quantités de pollution émises, etc.
Je me permets de rebondir aussi sur un élément qu'a dit Noam Léandri sur l'épargne des ménages les plus aisés. Il y a pas mal d'économistes qui suggèrent, dans une perspective de dépassement de la croissance, de s'appuyer davantage sur le stock et le revenu du capital plutôt que sur les revenus du travail pour financer des prestations, la transition écologique, des mesures sociales. Est-ce que vous pensez que ça peut constituer un financement soutenable et plus acceptable par l'opinion publique ? Alors, je vais pas m'exprimer forcément sur qu'est-ce qu'il faut taxer le capital ou le travail. C'est un vieux débat qui nous ramène à Karl Marx et d'autres réflexions. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, l'ADEME a publié il y a quelques mois des scénarios de transition 2050 vers la neutralité carbone, ce qu'on appelle transition 2050, côté assez relayé par la presse, vous l'avez peut-être vu passer, avec 4 scénarios où on imagine, alors pour faire court, un scénario de frugalité, hein, c'est-à-dire qu'on a une sorte de retour à la terre, hein, c'est pas la révolution culturelle chinoise, mais pas loin, où il y a des changements de comportement quand même assez radicaux, et puis d'autres, un scénario où on parie plus sur la technologie, on dit on sait pas, on va continuer comme aujourd'hui, et demain, si on investit bien en R&D, on trouvera une solution pour capter le carbone dans l'atmosphère, allons-y gaiement. Et puis avec des scénarios un peu plus méditerranéens. Mais on constate que si on va vers le tout techno, on imagine que la technologie, en termes de redistribution de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, il y a une forte déformation entre le retour à la terre, où finalement je travaille moins, je fais plus de bénévolat, je cultive mon jardin, donc je démarchandise finalement l'économie. J'ai aussi besoin de plus de gens pour réparer, entretenir, rénover des logements. Donc j'ai besoin de plus de main d'œuvre et donc je vais devoir augmenter plutôt la part de la valeur ajoutée qui va vers le travail. J'ai oublié de dire, dans les 4 scénarios, on a fait les impacts macroéconomiques. Dans les 4 scénarios, il y a de la croissance, il n'y a pas de décroissance. Le PIB continue de s'accroître. Mais ce n'est pas le même PIB en termes de composition entre la part qui va au capital et la part qui va au travail. Vous savez, le PIB, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est des revenus soit pour le capital, soit pour le travail. Pardon, je viens de l'INSEE, j'ai cette petite déformation de penser que c'est connu par tous, mais vous avez passé les concours il n'y a pas longtemps, donc vous êtes aussi, j'imagine, assez à jour. Et donc, dans le scénario effectivement plus sobre, plus frugal, il y a plus de cette valeur ajoutée qui va au travail. Ce gâteau qui continue à grossir, hein, comme je le disais, le PIB s'accroît. Et dans l'autre cas, où on fait du tout techno, là, on fait de la recherche et développement, donc il faut plein de capitaux, et puis ça se rémunère, ces capitaux. Et donc là, au contraire, on va plutôt continuer à rémunérer fortement le capital. Et il en faut encore plus de capital, il faut encore plus accumuler de capital. Donc c'est une remise un peu en cause, effectivement, du système capitaliste marchand, où on a de plus en plus marchandisé les prestations de services, alors qu'on était encore, il y a une centaine d'années, dans un système beaucoup moins marchand. Il y avait les gens cultivaient leur lopin de terre, on était plus ruraux que urbains, et donc effectivement aujourd'hui à devenir très urbain, on est devenu aussi plus dépendant de prestations de services marchands, on est plus dépendants, interdépendants les uns des autres, et donc c'est effectivement une question de choix de société, hein, au-delà d'être une question de fiscalité, je pense. Oui, juste pour rebondir là-dessus, je vais prendre un exemple micro très simple, hein. Nous, on mène des travaux sur le développement de la méthanisation en France, donc qui est une des sources de production d'énergie et de gaz potentielles pour à la fois être indépendant de la Russie et puis aussi avoir un gaz qu'on pourrait appeler un gaz vert. Et on montre exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on montre que suivant le modèle de méthanisation que vous choisissez, vous n'avez pas du tout le même conséquence sur les inégalités entre capital et travail, puisque dans certains cas, c'est les agriculteurs qui font ça eux-mêmes dans leur ferme. Et puis, dans d'autres cas, vous avez des grands groupes du type Total qui a récemment racheté Fonroche, qui est un grand acteur de la méthanisation, et qui vont mettre en place des très grosses unités de méthanisation, où là, la valeur ne va pas du tout se répartir de la même manière. Donc c'est vrai que là, on est plus sur les inégalités prédistributives que redistributives. Mais en effet, vu qu'on est en transition et que tout le système productif change, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des inégalités prédistributives qui soient celles de l'Afrique du Sud. Si on est à 0,5 d'inégalité, on aura beaucoup de mal à avoir, malgré notre système de protection sociale et de redistribution, à avoir une diminution forte de nos inégalités. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut se payer ces inégalités? Est-ce qu'on a les moyens de se payer le fait d'avoir des gens qui ont tant de revenus? Et quand vous dites fiscalité, juste faire attention à un point,
le fait que la protection sociale est à la question de savoir, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, si c'est des cotisations ou des impôts. Donc savoir si c'est une mise en commun, une collectivisation des travailleurs pour faire face aux risques, ou si c'est un impôt qu'on pourra aller prélever ailleurs. Mais c'est pas totalement la même logique, même si aujourd'hui on peut dire qu'il y a une réétatisation clairement de la protection sociale. C'est pas exactement la même logique si on passe par l'impôt que si on passe par la cotisation, que ça soit en termes de gouvernance ou que ça soit en termes de philosophie derrière. Merci. Avant de conclure et de passer au quiz, on avait prévu un petit temps de questions-réponses avec donc les questions qu'on n'a pas pu poser. Je vous laisse prendre la parole, donc si vous en avez. D'abord, merci beaucoup de ces échanges tout à fait intéressants. Moi, j'aurais une question, notamment pour Noam Léandri, mais pas seulement, mais qui m'interpelle et qui n'a pas du tout été évoquée, c'est la question des compétences donc autour de tout ça. Parce que moi, ce qui me frappe, voilà. Alors d'abord, oui, il y a une volonté aujourd'hui des pouvoirs publics de sensibiliser donc les cadres dirigeants. Donc l'école ici, elle fait partie du tronc commun des écoles de service public. Le président de la République a souhaité qu'il y ait une partie qui soit sensibilisation au sujet écologique. Alors les élèves peuvent dire s'ils ont pensé de cette sensibilisation. Mais en tout cas, on le voit, et il y a même un sujet aujourd'hui dans le cadre de la formation continue des cadres dirigeants, toujours avec une inspiration présidentielle, effectivement, pour que ça soit. Donc ça va. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'ensuite, il y a le sujet pour mesurer les enjeux, mesurer où sont les vrais sujets, mesurer les leviers, besoin de quantification, par exemple, au sein du ministère, au sein des organismes de sécurité sociale. Dans notre petit séminaire qu'on a organisé l'autre jour, c'est vrai que j'ai fait venir quelqu'un qui venait de Shift Project, parce que j'avoue que j'avais quand même été très intéressé par leur publication sur la santé, parce que c'était un des rares travaux que j'ai trouvé dans notre domaine de quantification, nous disant nous, c'est sur le médicament qu'il y a les principaux enjeux sur la santé, et tout ça, etc. etc. Et je pense que c'est super indispensable demain, si on est sur planification, si on ne quantifie pas, si on ne sait pas où on va, je trouve que c'est, honnêtement, un ministère comme ça de la Santé est totalement démuni sur ces sujets. Donc, du côté ADEME, comment vous voyez ça? Comment demain on monte en compétence les différents acteurs pour pouvoir vraiment prendre en charge ce qui est de leur responsabilité dans ce sujet de participer effectivement à la prise en charge du risque environnemental? Merci de la question. Alors effectivement, je pense que vous faites partie des heureux élus parmi les 25 000 fonctionnaires qui sont censés être formés aux enjeux écologiques. Je ne sais pas comment ils ont compté leurs 25 000. Pardon, fonctionnaires, agents publics, désolé. C'est vrai. 25 000. Non, mais agent public quand même, puisque vous êtes chargé d'une mission de service public. Donc voilà, vous êtes agent public du point de vue du Conseil d'État, et je crois que ça a été traité dans plein d'autres domaines. Donc je le tiens à rappeler, y compris aux salariés de l'ADEME qui a un statut d'EPIC, établissement public industriel et commercial. Ils manipulent de l'argent public, ils sont agents publics. Et j'y tiens beaucoup, parce que sinon c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est salarié, que finalement on devrait avoir beaucoup de liberté, et malgré tout non, il y a un certain nombre de cadres. Enfin, pardon, je vais pas rentrer dans ce débat extrêmement complexe. Le fait est que, effectivement, je pense qu'il y a 25 000 fonctionnaires, puisqu'on a été sollicité à l'ADEME pour participer à cette formation qui n'existe pas, qui n'a pas d'argent, et on ne sait pas qui, comment. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, dans les 25 000, on va compter tous les étudiants dans les écoles du service public, en considérant qu'il y a eu une formation à un moment ou à un autre. Peut-être que ce module en fait partie. Mais c'est clairement insuffisant. Il y a deux visions, hein. Soit on dit qu'il faut le ministère de la fonction publique, de l'action publique tient absolument à ce qu'il y ait des formations présentielles, comme on dit maintenant, alors qu'il y a beaucoup de formations maintenant qui sont à distance et qui permettent de toucher largement. Je citais AXA Climate parce qu'ils ont créé une académie du climat qui est sous marque blanche, où il y a jusqu'à 120 heures de cours qu'on peut suivre désynchronisés à travers des MOOC, qui a été utilisé non seulement tout AXA a formé, je sais pas, ces centaines de milliers de collaborateurs dans le monde, en français, en anglais et dans d'autres langues. Des grands groupes français également ont fait appel à ce type de formation, et ça permet de toucher largement et rapidement, en ayant à la fois des modules généraux de connaissance des enjeux, comme si vous faisiez une fresque du climat, de comprendre un peu de quoi on parle, et puis également d'avoir des modules qui soient adaptés pour dire, et vous concrètement, dans votre entreprise, chez vous,
en tant que citoyen, qu'est-ce que vous pouvez faire pour agir? Et ça, c'est des choses qui sont effectivement les plus utiles. Ça nécessite de se poser quelques questions au préalable sur effectivement qu'est-ce qui peut être fait dans une organisation telle que la sécurité sociale, les caisses ou les ministères. Clairement, il y a pas mal de choses. Il y a les apports effectivement du Chiffre Project qui a travaillé là-dessus sur les questions de la santé. Moi, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment les 900 milliards manipulés par la sécurité sociale, ou la protection sociale dans son sens large, peuvent être éco-conditionnés. On s'est posé la question, par exemple, sur tout ce qui est aide d'État. Et donc, on a créé, dans le cadre du plan de relance, on a créé l'éco-condition, qui est un peu le b.a.-ba. On a dit qu'il faut que les entreprises aient fait leur bilan de gaz à effet de serre pour au moins savoir ce qu'ils font et connaître éventuellement les leviers pour corriger. Bon, j'avoue qu'on ne sait pas si c'est respecté puisqu'il n'y a pas de sanction qui est prévue à la clé. Mais en tout cas, là, ça partait de cette bonne volonté. Il faut voir si, effectivement, dans la mesure du possible, les aides ou toutes les prestations accordées par la sécurité sociale ou la protection sociale en sens large ne pourraient pas être éco-conditionnées, c'est-à-dire qu'il y ait des engagements ou modulés. Et après, il y a la question du bonus-malus. Effectivement, on parlait du médicament. Des soignants, des médecins, des prescripteurs. Il y a un certain nombre de choses où on pourrait encourager, on parlait des pharmacies tout à l'heure en aparté aussi, peut-être qu'il peut y avoir un certain nombre d'actions qui sont menées par tous ceux qui contribuent à ce système de soins, qui sont fortement alimentés, biberonnés, je dirais, par les cotisations sociales. Hein. J'aimais bien à un moment il y a des gens qui disaient que les médecins sont en fait les fonctionnaires les mieux rémunérés de France, parce que finalement c'est eux qui décident de leurs revenus en fonction du nombre de consultations qu'ils peuvent faire. Donc c'est vrai que c'est de se rappeler quand même qu'ils vivent de l'argent public, et donc on peut aussi avoir un certain nombre d'exigences en contrepartie. Pour rebondir peut-être. Oui, pardon. Non, mais ouais, vas-y. Allez-y. Non, je voulais juste rebondir parce qu'il y a une partie de la réponse pour la branche famille. Il y a une recherche action sur ce travail, donc je ne sais pas si vous voulez donner des pistes. C'est un piège. Pauline. Sur le conditionnement, la labellisation, tout ce qu'on peut envisager, notamment sur le financement des structures d'action sociale, et puis les limites qu'on a aussi sur l'éco-conditionnement des prestations individuelles. Alors, sur les prestations individuelles, tout d'abord, parce que c'est assez rapide, il y a une forte question de confrontation des enjeux sociaux aux enjeux environnementaux aujourd'hui. Beaucoup de prestations légales offertes par les CAF permettent de solvabiliser une consommation, qu'elle soit ponctuelle ou entre guillemets pérenne, liée à la situation d'un enfant. Et sur ces prestations-là, agir sur le levier environnemental se heurte de manière assez rapide au levier social, parce que ça vient à conditionner fortement, et ça vient parfois même à instaurer ce qu'on appelle plus précisément un contrôle social, et qui est souvent assez mal vu tant par les allocataires, et c'est normal, que par les personnes en fait qui travaillent dans la branche famille, et pour qui aujourd'hui c'est ni acceptable socialement ni institutionnellement. Sur le logement, il y a beaucoup plus de leviers, déjà parce que c'est là actuellement qu'on bouge, entre guillemets, que les lignes bougent le plus autour des questions de DPE, mais également de rénovation énergétique, en lien avec toutes les questions de décence des loyers. Donc là, c'est sans doute plus facile d'agir, mais là aussi, c'est important d'agir sans pénaliser les personnes qui bénéficient de ces aides. Et donc, de toujours garder, on va dire, en tête cet enjeu social. Sur les structures dont la CAF est partenaire, ce qui est important de garder à l'esprit, et mes camarades me diront si je me trompe, c'est que souvent, la CAF, elle est peut-être le principal financeur, elle n'est pas le seul financeur, et surtout, elle n'est pas la seule décisionnaire. Sur un territoire, une caisse d'allocation familiale, elle va pouvoir intervenir sur des structures qu'elle finance. On va pouvoir réfléchir à des bonus-malus, à des conditionnements, à des labellisations. On peut réfléchir à énormément de choses, mais une CAF, elle ne pourra pas faire ça toute seule. Il faudra aussi qu'elle compose avec les élus locaux, avec, on va dire, la position et surtout les arbitrages que sont amenés à faire des collectivités territoriales et principalement des communes. Donc, il y a des communes pour qui l'arbitrage environnemental, la réflexion sur le long terme, il sera très fort. Il y a des communes aussi qui ont des difficultés financières, où on peut très bien imaginer qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver des personnels formés, ou en tout cas volontaires,
pour travailler dans ces structures. On sait que certaines structures en lien avec la branche famille connaissent aujourd'hui de fortes difficultés de recrutement. Et il y en a aussi pour qui le risque environnemental, la question environnementale, n'est peut-être pas encore forcément un sujet d'actualité. C'est des questions qu'on creuse actuellement avec mes camarades. Et j'espère avoir bien restitué la pensée de la recherche-action. En tout cas, beaucoup mieux que moi, je pense. Et puis, on peut faire les mêmes exercices sur la santé, évidemment, avec tous les professionnels de santé. Je suis désolé d'avoir coupé. Vous m'entendez? Ah oui, pardon. Une question un peu peut-être polémique, donc je m'excuse par avance de la poser, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. C'était le sujet de l'exemplarité de la hiérarchie, et notamment au sein de la sécurité sociale, des agents de direction et des directeurs, sur leur impact environnemental propre. Je pense notamment aux déplacements parfois en avion qui pourraient être faits par train dans certains cas. Donc je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il serait bon d'avoir soit une charte de bonne conduite environnementale, soit d'imposer un impact carbone raisonné? Merci. Je vous invite à lire la circulaire du Premier ministre de 2020 sur les services publics éco-responsables. Je ne sais pas dans quelle mesure la sécurité sociale est concernée ou les caisses nationales à minima en tant qu'établissement public, mais il me semble que oui. Et donc qui proscrit tous les déplacements en avion qui peuvent être réalisés en moins de 4 heures de train. Donc c'est déjà une règle qui est censée s'appliquer dans les services publics. Et la loi prévoit déjà aussi qu'on ne puisse pas effectuer de trajet qui sinon serait fait en train en moins de 2h30. Donc, normalement, ça fait partie des bonnes pratiques. Enfin, je vous invite à consulter cette circulaire avec 20 mesures très claires de choses qui font en sorte que les services publics doivent être seront plus performants d'un point de vue environnemental. Et après, effectivement, je vous rejoins sur le fait que la hiérarchie doit montrer l'exemple. Ça a toujours été le cas. Je pense que ça reste une règle de bonne pratique qui se fait partout. Après, il ne faut pas jeter l'eau propre sur les uns ou sur les autres. Il ne faut pas que ça devienne après non plus un moyen de se dédouaner en disant s'ils ne le font pas, je ne le ferai pas. Comme nous, la France, on peut dire on pèse que 1% des émissions de gaz à effet de serre, pourquoi agir? Alors que c'est les deux premiers pollueurs, les émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont la Chine et les États-Unis, ils représentent plus de la moitié des émissions. Donc nous, on n'a qu'à rien faire si eux, ils ne bougent pas. Je ne pense pas que ça soit non plus une bonne solution. Il faut aussi que tout le monde y mette du sien, même si tout le monde ne le fait pas, parce qu'à force, ça va infuser. Il n'y a qu'à voir maintenant sur les vols en avion. Il faut se souvenir que c'était en Suède déjà en 2019, la honte de prendre l'avion, je ne sais plus comment on le disait en suédois. Et maintenant, ça commence à se répandre aussi également en France et en Europe. Donc on voit, voilà, ça infuse progressivement et maintenant tout le monde réagit, y compris un Premier ministre, un ministre, un président de la République sont interpellés sur leur vol en avion lorsqu'ils sont des délais trop courts. Donc voilà, je pense que ça change quand même pas mal les pratiques aujourd'hui. En fait, ça rejoint la question plus globale de la RSE, RSO. Mon avis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le développement durable, c'est pro bono. C'est genre, si tu as envie de le faire, tu le fais, mais sinon, c'est pas grave. Donc, il n'y a aucune incitation à le faire. Et puis, si un directeur il est sensibilisé, il va le faire. Souvent, ça va être porté par les salariés. Qui vont pousser des choses, mais en fait c'est souvent un certain nombre d'actions hétérogènes, selon les organismes c'est très très différent, et on ne peut pas rester dans une situation de pro bono parce que ça n'a aucun impact systémique. On va avoir des initiatives qui vont être mises sur le piédestal lors de grands événements. Pardon, je suis un peu critique, mais j'imagine il y a un Grand Prix du développement durable ou des choses comme ça. Mais en fait, cette approche-là, c'est pas ça qui va faire bouger les lignes. En fait, et donc l'exemplarité, pour moi, c'est pareil, c'est du pro bono. Vous allez avoir des dirigeants qui vont être exemplaires et ils vont dire moi, je renonce à ma voiture de fonction et je prends le métro, le RER, le bus. Vous en avez d'autres qui vont dire non, il me faut mon chauffeur, ma voiture. Je parle pour les grosses caisses, mais pas de jet privé, je crois pas, mais on faudrait quand même regarder.
Et du coup, la question qui en fait en découle, c'est comment on fait concrètement pour faire bouger les lignes. En fait, il n'y a pas 36 milliards de solutions. Il faut qu'il y ait d'un côté des objectifs qui soient fixés de façon intelligente, j'ai envie de dire, à tous les organismes, à toutes les branches, pour atténuer leur impact sur le changement climatique et sur la perte de la biodiversité, etc., etc. Et en face, si vous voulez vraiment qu'on puisse atteindre les objectifs, il faut des sous, parce que en fait, mettre des panneaux solaires, faire de l'isolation, tout ça, ça coûte de l'argent. Et or, les règles budgétaires qu'on a aujourd'hui, c'est réduire les dépenses de fonctionnement, les investissements. Je ne sais pas si ça se réduit, mais j'imagine que oui. Et en fait, on ne peut pas y arriver à faire cette transition si derrière, on ne met pas les moyens. Donc, tant qu'on ne met pas les moyens et tant qu'on ne fixe pas des objectifs francs, fermes, on aura toujours des initiatives qui sont très sympathiques, mais qui ne servent pas à grand-chose d'un point de vue global. Et donc, pour moi, il faut arrêter le pro bono, il faut passer à des choses de systémique, à une forme de contrainte et d'incitation, parce que sinon, ça changera pas. Et c'est ce que j'essaye de pousser au niveau de la future COG, ce qu'on va essayer de pousser, mais c'est très compliqué à faire, parce que les moyens, c'est pas nous qui décidons l'enveloppe budgétaire. Mais si on n'a pas une enveloppe, un fonds dédié à ça, pour moi, si on n'utilise que les enveloppes actuellement utilisées pour l'immobilier, pour les déplacements, c'est pas, ça va être trop lent et on n'aboutira à rien. Donc voilà, moi j'ai un peu triché sur la question pour dire ça, mais c'est le même sujet. Oui, bonjour. J'aurais une question, du coup peut-être plus pour Monsieur Léandri. Donc j'aurais aimé savoir sur les 4 scénarios proposés par l'ADEME, lequel pour vous semble le plus pertinent pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Peut-être que je rappelle rapidement les scénarios pour les autres. Donc le scénario 1, il me semble que c'est un scénario du coup de profonde transformation des comportements individuels. Le scénario 4, du coup, c'est un peu l'inverse. Donc nos comportements ne seraient pas changés et on se baserait donc sur les technologies pour atteindre la neutralité carbone. Et les scénarios 2 et 3, c'est plus des scénarios intermédiaires entre ces deux scénarios. Voilà, merci. Merci de rappeler les scénarios. On s'est donné comme ligne de conduite de ne jamais dire lequel on préférait. On laisse le gouvernement le choix de choisir entre les 4 scénarios qui sont d'ailleurs pas. On avait initialement une partie d'une trentaine de scénarios. On a voulu prendre quelques scénarios types pour pouvoir ouvrir le débat. Mais le débat, il se juge lors du vote démocratique des Français sur qu'est-ce qu'ils veulent comme programme pour la France. Aussi que dans les 4 scénarios, on arrive à la neutralité carbone, qui est ça un objectif inscrit aujourd'hui dans la loi française. Donc voilà, c'est quand même ça là qui est intéressant. Et aujourd'hui, on peut se dire, est-ce que avec, je ne sais pas si un des 4 scénarios qui a été choisi in fine, mais en tout cas, on peut s'interroger sur le fait qu'on soit déjà sur cette trajectoire. Je crois que oui, c'est ça. Une dernière question, Lise. Oui, alors je suis désolée, je manque un peu de connaissances, donc peut-être que ma question n'est pas du tout pertinente. Mais je me demandais si, avec l'ampleur de la menace climatique, les assureurs privés ils soient plus à l'avenir en capacité de pouvoir assurer en fait, la compensation des dommages liés au changement climatique. Et du coup, derrière, je me suis demandé, avec le débat de la grande sécu, et cette question de la place des assureurs privés, est-ce qu'on ne serait pas finalement obligé de choisir une 6e branche et en profiter pour les défenseurs de la grande sécu de pouvoir satelliser tous les organismes privés lucratifs? Comme ça, si je dis des bêtises, vous pourrez corriger. Parce que j'ai parcouru le rapport du Sénat sur... je ne sais plus comment il s'appelle, sur la sécurité sociale écologique ce matin, en arrivant. Et il y a tout un passage qui est éclairant que je n'imaginais pas sur les questions des assurances privées, parce que je vous parlais d'effet ciseaux là, pour la Sécu, mais pour les assureurs privés, c'est pareil. Parce que d'un côté, il y a le coût des indemnisations qui va augmenter. Mais de l'autre côté, en fonction de leur stratégie de placement des actifs, parce que vous savez, l'argent que vous leur donnez, ils le placent sur les marchés. S'ils ne sont pas vigilants, il peut y avoir en face une dépréciation des actifs financiers qui en fait cet effet de tenaille. Et du coup, il y a effectivement cette question de pérennité du système de l'assurance privée.
Alors moi je sais pas si j'ai pensé à la grande sécu justement tout à l'heure en me disant que déjà qu'on n'avait pas réussi à fédérer autour d'un sujet que la sécu peut de façon très naturelle de récupérer à mettre ensemble à se faire mettre d'accord les acteurs ensemble. J'ai du mal à imaginer qu'on y arrive à moyen terme à faire pareil avec l'ensemble des champs qui sont pris en charge par l'assurance privée. C'est pour ça aussi que quand on parlait de la 6e branche, je suis quand même assez sceptique, parce qu'après il y a des réalités aussi politiques, administratives, et voilà. Juste pour mémoire, hein, l'ancien patron d'AXA, Henri Decastre, quelques jours avant que s'ouvre la COP 21 à Paris, disait un monde à plus 4 degrés n'est plus assurable. Donc ils ont le même problème que je pense l'ensemble des acteurs finalement économiques. Hein. Mais plus globalement, de toute façon, ça pose la question de quel niveau de bien-être on pourra assurer aux différents citoyens. C'est-à-dire que tout ce qu'on espère pouvoir garantir et continuer à garantir comme niveau de vie, comme accès à l'alimentation, comme accès à la santé, etc., tout ça, clairement, si on va à 4 degrés en 2100, faudra globalement penser que ça sera remis en cause. Donc, c'est pas juste les assureurs privés, c'est aussi l'État, je veux dire, globalement, qui pourra pas à chaque fois s'assurer que notre système social perdure. À 4 degrés, il n'est plus là, oui, il est totalement à repenser. Je reviens à un dernier truc sur les assureurs privés, l'intérêt des assureurs privés, comme ils placent de l'argent. Vous savez, il y a des réassureurs qui assurent les assureurs. Ils ont un intérêt à obliger les entreprises à bouger, parce qu'ils savent très bien que si il se passe rien, ils vont disparaître. Or, ils ont cette capacité, pas en tant qu'actionnaires des grandes entreprises, et parfois d'actionnaires puissants, aussi de faire bouger les lignes en termes d'impact, comme ESG, etc., pour faire en sorte que par la voie actionnariale, les entreprises transforment leur modèle de production vers quelque chose qui soit plus durable. Donc ça a aussi un intérêt quand même d'avoir du privé. Alors l'État peut le faire aussi, mais voilà, faut pas non plus mettre totalement à l'écart cet élément-là qui est quand même pas négligeable. Merci, je pense qu'on va clore les questions là-dessus. Merci à vous trois.